Allez, on commence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Donc, salle Saint-André à Châteaudun. C'est notre troisième réunion publique de mai-juin 2023 pour présenter ce projet d'aérodrome civil, le petit aéroport civil qui est propriété du Grand Châteaudun. On va commencer par un tour de table. Olivier. Donc, Olivier Lecomte, maire de Jallan et vice-président du Grand Châteaudun, en charge de l'aménagement du territoire et du numérique. Bonsoir, Lionel Raymond, je suis directeur de l'aéroport de Châteaudun. Bonsoir à tous, Hervé Demey, donc le sous-préfet de l'arrondissement de Châteaudun. Bonsoir à tous, Fabien Verdier, président du Grand Châteaudun et président de la SPLR Châteaudun. Vous avez des petits glossaires aussi sur vos chaises, en recto verso, pour suivre un petit peu, parce que c'est technique, hein, toujours la dimension aéronautique, donc voilà, vous avez les acronymes, les abréviations en anglais ou autres. Et on vous a proposé 25 planches qui seront sur le site du Grand Châteaudun, grandchâteaudun.fr, et je vous dis, la réunion publique sera retransmise en vidéo après sur YouTube, comme ça chacun pourra le voir à l'heure qu'il le souhaite, s'il ne pouvait pas être présent ce soir. Donc vraiment, c'est l'idée de vous faire un point d'étape sur ce projet de reconversion de cet aérodrome civil, donc entre le Grand Châteaudun et la SPLR Châteaudun. Vous voyez la piste avec le seuil 28. Donc la slide suivante. Alors d'abord, les atouts de grande qualité du site, donc le code OACI. L'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, c'est LFOC, ça l'était hier avec les militaires, ça l'est aujourd'hui au niveau civil. C'est l'idée de dire que c'est un aérodrome, c'est déjà un aérodrome, ça l'était au niveau militaire, ça l'est aujourd'hui au niveau civil. La superficie, c'est 400 hectares, donc aujourd'hui, nous allons vraiment vous parler que de l'aérodrome, les 400 hectares, on vous parlera moins du site de l'hippodrome. L'objet aujourd'hui, c'est vraiment cette idée d'aérodrome civil, militaire civil aujourd'hui. Une clôture de 9 km 400, une piste de 2300 mètres de long et 45 mètres de large, est-ouest, à l'ouest ici et à l'est là-bas, et la piste dite allemande qui est ici, 1600 mètres x 80 mètres. Il y a environ 110 000 m² de parking aéronautique, 11 hectares, 70 000 m², c'est énorme, de hangars aéronautiques, et des dizaines d'autres bâtiments, une cinquantaine d'autres bâtiments. La tour de contrôle, il y a 12 000 m² de bureaux, 120 chambres, que nous souhaitons rapidement louer, commercialiser, un espace de restauration, et donc un site de grande qualité et autosuffisant. Vous avez l'adresse postale, et on y reviendra. On est sur 3 communes, celle d'Olivier, Jallan, il y a sa première adjointe aussi qui est là, celle de Villemaury, Michel est dans la salle, le premier adjoint, et Jérôme Leclerc était avec nous tout à l'heure pour le conseil d'administration de la SPLR Châteaudun, donc Société Publique Locale, et puis la commune de Châteaudun. C'est sur 3 communes. Et donc, vous verrez, on a renommé un peu les rues sur la partie zone vie, c'est-à-dire sur le parti nord-ouest, parce que c'était un site militaire et aujourd'hui c'est civil. Donc on a mis des rues, rue Marcel Dassault, avenue Clément Ader, etc. Une dizaine de rues pour passer la fibre et puis avoir une boîte postale, enfin, comme dans tout domaine civil. Donc voilà, d'abord un site de grande qualité avec des grandes caractéristiques techniques vraiment de qualité. On est à l'UAF, l'Union des aéroports de France. Et on le voit de Brest à Nîmes, on voit que Châteaudun a vraiment beaucoup de qualités et d'avantages comparatifs ou concurrentiels. La slide suivante. Alors après, je vais laisser Lionel compléter. Juste pour vous dire, donc on a eu un transfert de propriété. Le propriétaire aujourd'hui, c'est le Grand Châteaudun, l'intercommunalité du Grand Châteaudun, le PCI, et la compétence aéroportuaire. En avril 22, on a eu la cession du terrain de l'hippodrome, qu'on souhaite appeler le parc d'activité de l'aérodrome et qui est complémentaire en termes d'écosystème aéronautique pour développer un écosystème aéronautique le plus complet possible. Et le coût d'acquisition était à 1 €. Sur la partie de l'aérodrome, on est entré dans un processus, et on remercie monsieur le sous-préfet, l'État qui nous a beaucoup aidé, on y reviendra pendant la présentation, beaucoup de réunions pour qu'on fasse ce transfert aéronautique avec la loi Notré. C'est la loi de nouvelle organisation territoriale de la République, son article 21. La loi a été votée à l'été 2015. Et donc on s'en est servi pour avoir la transfert de propriété d'une part et la compétence aéronautique d'autre part avec le Grand Châteaudun, avec plusieurs délibérations du Grand Châteaudun. Le coût d'acquisition formellement est à 0 €. Et on rappelle que la valorisation nette de ce site est à 44 millions d'euros. C'est la DNID, vous l'avez dans vos planches et dans vos glossaires, c'est une direction de Bercy qui évalue les grands domaines. Et la valo nette est à 44 millions d'euros. Donc on l'acquiert à 0 et on le valorise à 44 millions. Ensuite, rappelez encore une fois le soutien de l'État via le CRSD2, monsieur le sous-préfet Hervé Demey, madame le préfet Françoise Souliman, avec un copil maintenant tous les 2 mois, mais au début tous les mois, et le prochain est dans 15 jours à Chartres avec elle et tous les partenaires, Banque des Territoires, Régions, départements. L'État investit 7,5 millions d'euros pour soutenir la transformation du site, et qu'on passe de militaire à civil, et puis cette idée de déprise aussi.
Et puis aussi, on a un travail de promotion grâce et avec l'association Revivisco, pilotée par Benoît Lancin. Voilà, donc transfert du site de l'aérodrome, propriété du Grand Châteaudun, exploitation aéronautique, tout ça depuis le 1er octobre 2022. Je ne sais pas si tu veux compléter, Lionel, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêtés de police et autres. Alors pour réaliser ce transfert, qui est donc le transfert d'un ministère vers l'autre, il y a des pratiques qui étaient un petit peu différentes dans le ministère des Armées. Il y avait une forme de tutelle vers la DGAC, mais les armées ont leurs propres organismes de tutelle, donc on a dû aussi mettre à jour un certain nombre de documentations qui sont explicitées ici pour être en conformité avec l'aviation civile, ce qui n'était pas le cas des militaires, mais ils n'y étaient pas tenus. Et puis surtout, il y a un dossier à mentionner, parce que vous pouvez le retrouver sur le site, c'est le dossier de candidature. Ce dossier de candidature, il a été élaboré dans le cadre de ce processus loi Notré, et c'est finalement la profession de foi du Grand Châteaudun sur ce qu'il veut faire de son terrain, dans quelle direction il veut aller, ce qu'il veut développer en court terme, moyen terme, long terme. C'est tout le sens de ce qu'on va vous développer plus tard. Tous les projets, qu'ils soient environnementaux, évidemment économiques, culturels, tout ça c'est inscrit dans ce document, donc il est en ligne sur le site du Grand Châteaudun et sur le site aussi de la SPL. Et donc si vous voulez compléter votre information sur la volonté du Grand Châteaudun, vous pouvez le consulter. Voilà. Donc après, le reste, ce sont des documents qui sont échangés avec la DGAC. Chaque aéroport civil a ce corpus de documents. Ils ont été élaborés par l'ensemble de l'équipe qui travaille avec nous. Et donc, c'est des documents qui sont assez complexes à élaborer, mais en même temps, ils nous ont permis de rentrer dans une phase de discussion et de prise de connaissance avec notre nouvel organisme de tutelle qui est la DGAC, donc un organisme, une direction qui dépend du ministère des Transports. Et donc ce sont des échanges fructueux qui ont été menés à terme et qui aujourd'hui sont valides et utilisés. Alors le transfert de compétences aéroportuaires, c'est important, c'est assez rare dans une collectivité. C'est plutôt les CCI, les départements, les régions, voire l'État qui sont propriétaires des aéroports. Ici, c'est le Grand Châteaudun qui est propriétaire et compétent aéroportuaire, donc c'est lui aujourd'hui qui est exploitant. En tout cas, il missionne la SPL qu'il a créée lui-même pour exploiter, et donc c'est aussi quelque chose d'assez singulier à souligner, que le Grand Châteaudun est exploitant aéroportuaire. C'est une nouvelle compétence, mais elle est dans le champ des compétences des intercommunalités. Alors, le projet initial de petit aéroport civil, les finalités, vous les avez. Donc, après 6 mois de propriété, donc l'acte de propriété c'est le 1er octobre 2022, donc validation du projet politique porté par les élus, de cette reconversion du site dans le domaine civil. Cette volonté toujours très forte de désenclaver notre territoire. On n'a pas de TGV, on n'a pas d'autoroute à proximité, donc de désenclaver, d'industrialiser, d'accroître l'attractivité du Grand Châteaudun, du sud de l'Eure-et-Loire. Le sens du projet, c'est donner la priorité aux activités aéronautiques, aux activités dites de maintenance, MRO, la maintenance d'aéronefs, vous l'avez aussi sur les planches, l'activité dite de bord de piste, et puis de créer un pôle d'activité, une dynamique à dominante aéro, c'est-à-dire avec des effets d'échelle externe, un écosystème d'innovation autour de l'aérodrome, autour de l'aéronautique, et avec l'idée d'aller vers l'aéro verte, l'aéronautique verte, l'avion hydrogène, l'avion hybride, le SAF, etc. On y reviendra dans les planches. On a une volonté très marquée, on a déjà des prospects en ce sens, qu'on est allé chercher en France et en Europe pour faire demain de l'aviation verte la plus verte possible sur ce site. Créer une synergie avec nos entreprises locales, les aider, Alltrix, Jumeaux, en mettant des espaces sur le site. Vous verrez, on commercialise des espaces sur cet aérodrome. 70 000 m² de bâtiments aéronautiques, 110 000 m² de parking. Alors il y a un travail au long cours, moi je l'ai souvent dit, y compris à la presse, c'est-à-dire que c'est un travail de décennie qui est devant nous, mais il faut le mener. Peut-être juste avant, Valentin. Développer le petit aéroport civil qui est déjà là, LFOC, on n'invente rien, moi je le dis comme ça et je sais qu'il y en a qui aiment bien, je le disais en réunion en sous-préfecture, on serait à La Rochelle, on ferait un aquarium, on est à Châteaudun, on fait un aérodrome puisque c'est déjà son activité naturelle depuis des décennies, c'est vraiment ça l'idée, on trace le trait. L'aérodrome c'est une 21e zone d'activité du Grand Châteaudun, il y a 20 ZADA dans le Grand Châteaudun, c'est la 21e ZADA, et voilà. Et avec l'idée de peu artificialiser, les infras sont déjà là. Les infrastructures. Là, vous voyez la tour de contrôle, par exemple. Plusieurs bâtiments sont en attente de projet dans la zone ville, le CGMTA, Lionel y reviendra. L'aspect sécurité filtrage du site est très important. Et l'aspect sécurité aéronautique, j'y tiens beaucoup en tant que président. Il
faut qu'on soit totalement sécure dans tout ce qu'on fait demain, aviation générale, aviation de loisirs, aviation d'affaires, etc. Je sais que Madame le Préfet, avec son arrêté de police, Monsieur le Sous-Préfet, l'État, Lionel, on a vraiment une grande vigilance, il faut qu'on ait une sécurité aéronautique la plus élevée possible. Puis l'aérodrome, rappelez ce point, c'est un moyen, c'est pas une fin. Hein, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil, c'est un levier de développement industriel. On insiste sur l'industrie et économique du territoire. Voilà un petit peu, je sais pas si tu veux. Il faut se souvenir qu'on est dans le cadre d'une histoire qui s'est arrêtée à l'été 2021. C'était l'histoire de la relation avec les armées, avec l'armée de l'air singulièrement. Et donc il y a un élément qui n'est pas précisé ici, mais un des principaux buts qui sont poursuivis, c'est recréer l'emploi qui a été perdu. Hein, il faut se souvenir que cette base aérienne, elle portait des emplois directs, à peu près 1000-1200 emplois directs, un peu plus si on compte les appelés du contingent, ce n'est pas des emplois, c'est de l'activité. Et donc l'idée c'est de recréer de l'emploi. C'est aussi pour ça qu'on repart sur ces activités aéronautiques. On va le développer un petit peu. Il y a la formation qui n'est pas mentionnée ici, mais c'est un item important, la formation aussi. Voilà. Donc c'est une vraie dynamique économique, de développement industriel, bien sûr, mais c'est aussi l'emploi, et donc c'est au plus près des préoccupations du territoire. Alors maintenant, on vous présente un petit peu plus la société publique locale, la SPL. Donc encore une fois, le propriétaire, c'est le Grand Châteaudun, Air Châteaudun, je laisserai Lionel développer. Il y a 6 actionnaires, ce sont des collectivités territoriales, collectivités locales. Grand Châteaudun, Jallan, Villemaury, Châteaudun, la commune, et puis maintenant Orléans Métropole et Chartres Métropole, qui rendent donc des intercommunalités. J'en suis le président et on a 8 administrateurs. C'est 10 € par action, on a un capital social qui va monter rapidement à 62 000 €. Donc voilà un petit peu pour la gouvernance. Lionel, je te laisse préciser. Donc ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une société de droit privé, mais qui est détenue par les collectivités, et uniquement les collectivités. C'est la spécificité de la société publique locale. Donc c'est une société qui agit dans le giron du Grand Châteaudun. Elle a un certain nombre de facilités d'exécution, mais elle est quand même, parce qu'elle est dans ce giron-là, on dit en in-house ou en in-house, quasi-régie. Quasi-régie, merci. Elle a quand même des obligations, notamment en matière d'achat public. Elle ne peut pas faire n'importe quoi, elle opère pour un organisme public. Donc effectivement, on est bientôt 9 plus le président, mais sinon on est bientôt 9. On a un dernier recrutement qui arrive à la fin du mois. Et donc cette SPL, vous avez les 5 types d'activités, ou les 5 domaines d'activités dans lesquels elle intervient. C'est 5 domaines assez variés. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure du développement. Alors évidemment, d'abord l'exploitation aéroportuaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, un aéroport c'est dirigé, la sécurité est assurée, la sécurité des vols principalement, mais la sécurité des biens, des personnes, des espaces survolés, donc typiquement les espaces du Grand Châteaudun qui font l'objet par exemple du tour de piste, ils sont aussi dans notre périmètre de responsabilité. Il y a tout un tas de documents et de procédures qui sont élaborés pour ça. Ensuite, les aménagements, les études et les travaux, parce que c'est un site, comme vous le savez, qui était militaire, qui a 90 ans d'histoire. Certains bâtiments ont à peu près le même âge. Ils ont été créés au moment de la création de l'ex-base aérienne. Ça ne s'appelait même pas une base aérienne dans les années 30. Et donc ces bâtiments-là, ils ont besoin aujourd'hui d'être aménagés. Ils présentent tous un fort potentiel, très important. On vous a parlé de 70 000 m² de hangars, 10 bords de piste, et hangars qui sont connectés à la piste, au parking, au taxiway. Et donc ils ont une forte valeur ajoutée, parce qu'on peut y amener des avions par les airs et les traiter. Mais il y a un certain nombre d'aménagements, d'études, de travaux, d'adaptation. On parle des infrastructures verticales et des infrastructures horizontales, plutôt les pistes, taxiways, etc. C'est aussi de l'entretien. Même les espaces verts, vous imaginez 400 hectares d'espaces verts. Et puis, dans l'aménagement et les travaux, on ne compte pas, mais on va aussi générer une interface forte avec le projet de centrale photovoltaïque, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Vous n'avez pas oublié qu'il y avait un projet de centrale photovoltaïque d'environ 80 hectares. Au milieu, il faut quand même attirer des clients pour générer de l'emploi, générer de l'activité et des ressources économiques pour accueillir des clients. Donc, il y a un gros volet sur la prospection et la commercialisation, et puis ce qui va avec la prospection et la commercialisation, c'est la communication. C'est un volet important chez nous, et donc on a aussi cette responsabilité. Évidemment, 400 hectares, 110 000 m² de plancher, 110 000 m² de parking, 70 000 m² de hangar, des kilomètres de taxiway, etc.
ça nécessite un entretien fort. Donc on a énormément de contrats de prestations, on ne peut pas tout faire nous-mêmes, hein, on est 9. Donc il y a pas mal d'externalisation, des prestations de soutien dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, l'eau, l'électricité, les réseaux, les espaces verts, le chauffage, une quinzaine de grands domaines. Donc c'est un travail très important. On a un service dédié pour ça. Peut-être tout à l'heure on prendra le temps de vous présenter un petit peu les acteurs, parce qu'aujourd'hui quasiment toute l'équipe est réunie, quasiment toute l'équipe est réunie aujourd'hui. Ils sont au fond, ils se cachent, mais on les montrera tout à l'heure. Et puis, eh bien, on a un volet, je vous en ai parlé un petit peu, environnemental, photovoltaïque, événementiel et puis culturel. Et ces 4 espaces-là, ils sont regroupés dans un domaine qu'on a nommé comme ça, suivi de projet et gestion événementielle. On vous parlera des événements, il y a une planche dédiée, ça va commencer, enfin ça a commencé, mais cet été ça prend un peu plus de dimension avec un événement particulier, on vous en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu veux reprendre les objectifs ? Alors sur les objectifs de long terme, on vous l'a déjà un peu dit, hein, à très long terme, tendre vers 1500 emplois, mais en incluant les retombées industrielles et économiques induites, indirectes, touristiques pour le Grand Châteaudun. Moi j'aime bien citer l'exemple de Vorwerk. Vous savez, ils ont voulu faire une deuxième unité de production, ils ont commencé à venir nous voir en mars-avril 2022 et au début ils pensaient à l'aérodrome. On était avec monsieur le sous-préfet, avec Olivier. C'était la salon d'honneur au PC Base et on leur disait peut-être que sur les 400 hectares, on ne sera pas vous trouver les 10-11 hectares, mais peut-être à côté. Et ça a donné la zone d'activité La Bruyère avec 57 millions d'euros d'investissement industriel présent et à venir et 74 emplois directs d'abord, et puis après peut-être plus d'emplois ensuite et de l'emploi indirect et induit. Hein. Très important, on dit que l'industrie amène un emploi industriel, ça amène 2 à 3 emplois de service. Donc c'est très très important. Donc voilà, cette idée, et je vais le répéter là au cours de cette présentation, c'est que l'aérodrome, c'est un moyen, pas une fin. C'est un outil à amener du PIB dans le territoire, à amener de l'industrie, à amener des investisseurs et des investissements. En plus de son espace de 400 hectares, c'est à projeter le territoire, hein, dans nos 20 zones d'activité. Donc c'est en comptant tous ces effets-là, aller vers beaucoup de recettes, hein, 6 millions d'euros de recettes par an. Ce serait bien qu'il y arrive, c'est un objectif ambitieux. On a déjà franchi le premier million d'euros de chiffre d'affaires depuis en 6 mois. Il y a beaucoup à faire encore, mais c'est très très important d'avoir à la fois des recettes et des emplois, marcher sur ces 2 jambes-là. Et puis répondre aux projets politiques. Sur les effectifs, comme disait Lionel, c'est peut-être l'occasion, moi en tant que président, Lionel en tant que directeur général, je vais peut-être laisser chacun le soin de se lever et de se présenter. Virginie. Responsable du développement commercial. C'est lui qui va à Genève, en Allemagne, démarcher avec des petits goodies ou des documents pour notre aérodrome. La responsable ingénierie aéroportuaire, Marie-Laure. Le responsable de l'équipe technique. Bonsoir à tous, Philippe Basset. Et puis nos techniciens polyvalents. Des jeunes techniciens polyvalents. Hervé Martinez, technicien polyvalent. Et puis Eric Bayeux, technicien polyvalent. Voilà. Et le quatrième, ils seront rejoints par Jérôme Buty, le 4e technicien qu'on a recruté, qui était avec nous à Cloa et qui arrive à la fin du mois. Donc notre équipe va être au complet. Et je pense qu'ils ne seront pas mécontents d'avoir une personne de plus parce qu'il y a beaucoup de travail en ce moment et en permanence. Donc voilà, il sera au complet. Voilà un petit peu sur la SPL, hein, rapidement brossé, mais ça vous donne une idée plus claire. Alors, tout l'enjeu, exploitation aéroportuaire, le développement capacitaire, tout l'enjeu, c'est vraiment de... Alors, on en reparlera, on a le CRSD2 qui finance 7,5 millions d'euros de l'État jusqu'à la fin 2023. On espère le prolonger jusqu'à décembre 2024. Et donc, on a des recettes publiques, il faut qu'on aille chercher des recettes privées. Et donc, il faut aller vite chercher ces recettes privées. Et donc, pour avoir des recettes privées, faire du développement capacitaire. C'est comme si vous aviez repris un bien à parfaire, à améliorer. Tant que vous ne l'avez pas fortement amélioré, vous aurez un peu plus de mal à avoir des recettes, à délivrer des recettes et des emplois. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, pour l'instant, on est un aérodrome à usage restreint. On a des aéronefs basés avec l'aéroclub Jean Fournier. Il y a des aéronefs conventionnés, il y a 6 conventions avec des aéroclubs, je crois Amboise et d'autres. Vas-y, je te laisse compléter Lionel. Les conventions avec les aéroclubs, c'est important parce que c'est aussi le rayonnement. On va commencer par la région centre. La région centre,
c'est à peu près une vingtaine d'aéroclubs, et donc c'est le moyen pour eux de venir. Alors tout le monde peut venir sous réserve d'avoir demandé, c'est l'objet de l'usage restreint. En usage restreint, on ne peut pas décider qu'on va à Châteaudun sans demander la permission. Aujourd'hui, c'est notre statut. Il est lié à un certain nombre d'éléments dont on va vous parler pour les travaux, et on va essayer de le faire évoluer rapidement. C'est ce qu'on dit juste en dessous. Donc usage restreint, pour lever un petit peu ces restrictions, eh bien, on peut aussi se faire conventionner, donc on va aller toucher les aéroclubs, et ça va nous permettre de nous étendre dans la communauté aéronautique de la région centre, mais aussi du sud de la région parisienne. Il y a beaucoup d'aéroclubs, et il y a aussi des écoles de formation qui ont envie de venir, qui ont envie de se poser à Châteaudun, de découvrir ce que c'est que ce site, qui était un site militaire, qui était en liste 1, donc qui était aéronef, restreint à aéronef d'État. Et donc là, en fait, c'est très ouvert, et donc il y a un effet de découverte important. Voilà, et donc on peut quand même voler sur demande. C'est une destination culturelle aussi, on va en parler tout à l'heure, avec notamment la collection Canopée, et puis c'est aussi une destination pour les vols de formation. On a déjà une trentaine d'aéronefs civils qui se sont posés, malgré le manque de développement capacitaire, ça venait d'Île-de-France ou d'ailleurs. L'outil de paiement en ligne Aerops, QR code pour avoir des redevances aéronautiques plus rapidement avec des QR codes, etc. La grille tarifaire des redevances aéroportuaires, elle a été diffusée. Et vous voyez, un des premiers avions d'affaires, c'est celui-ci, c'est un PC-12, il est arrivé dès octobre 2022, il venait de Toussus-le-Noble, je crois. Voilà, il a une belle valeur de mémoire, c'est 8 millions d'euros pièce, et il faisait des touch and go et des essais au sol avec des pilotes. Des atterrissages, voilà. C'est un avion qui était sorti d'usine et qui a été livré par la société Pilatus à un client d'Asie. Et il se trouve qu'ils leur doivent un certain nombre de vols de formation, et donc ils ont choisi de faire une partie de leur vol de formation à destination de Châteaudun, en utilisant le terrain de Châteaudun, parce que c'était intéressant, parce qu'on était à Toussus-le-Noble et qu'on était à quelques minutes de vol, que c'était un terrain intéressant pour commencer. La piste est large, elle est longue, c'est plutôt sécurisant. Et donc ils ont fait leur premier vol là, c'était sympa pour nous. Donc à titre d'avenir proche, on va essayer, une fois qu'on aura terminé nos travaux, de passer de cet aérodrome à usage restreint, qui a un statut particulier, à ce qu'on appelle la circulation aérienne publique, dans laquelle vous pouvez, si vous êtes commandant de bord, décider d'aller à Châteaudun sans rien demander à personne. Évidemment, il y a les limitations du terrain, qui sont celles des équipements disponibles, de la longueur de piste, la largeur, la météo, le fait qu'on puisse voler sans visibilité ou pas, qu'on puisse se poser de nuit ou pas. Mais avec les moyens dont on dispose dès maintenant, on va assez rapidement demander l'autorisation d'avoir ce statut de circulation aérienne publique. L'avantage, c'est qu'on n'est plus visible, on change de statut, on devient une escale aéronautique qu'on peut programmer sans avoir à le demander. Et donc ce sont des choses qui notamment sont tournées vers l'aviation privée, l'aviation de loisirs aussi, comme pour maintenant, et aussi l'aviation d'affaires. Donc l'aviation d'affaires, c'est celle qui amène les ingénieurs, les chefs d'entreprise à venir signer un contrat dans un espace de temps restreint, au lieu de faire plusieurs liaisons en train, en voiture, et donc ça facilite la vie des gens, et donc c'est dans un premier temps ce statut qu'on recherche. Voilà un petit peu aviation privée, aviation d'affaires. Sur le modèle économique, on est beaucoup sur des activités domaniales. Vous voyez, sur 20 000 m², sur 70 000 m² de hangars aéronautiques sont déjà remplis. On est en mai 2023 à 28,5%. Il faut aller encore plus loin, mais en 7-8 mois, vous voyez, c'est déjà 28%. Activité aéronautique en recette, je vous ai dit avec Aerops. Extra-aéronautique, événementiel, on vous en reparlera, mais c'est l'idée, l'Open de France cet été, etc. Et on est sur des AOT, des autorisations d'occupation temporaire ou de la location d'espace. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est de maximiser les recettes annuelles sur le site de l'aérodrome de plusieurs millions d'euros. C'est très important parce qu'il faut gérer ce site-là, donc il faut développer fortement les recettes. Voilà un petit peu l'idée du modèle économique également. Ce qu'il faut retenir, c'est que les AOT, le principe qu'on a retenu, c'est de louer les espaces. C'est-à-dire qu'il y a des aéroports qui sont prêts à vendre des espaces vierges pour y installer de l'activité. Le Grand Châteaudun a choisi de louer les espaces et donc de rester propriétaire, maître de son foncier. C'est très important pour nous, et donc globalement, on consent ces autorisations d'occupation temporaire qui sont la forme légale qui est utilisée dans le domaine public aéroportuaire. Donc retenez bien, ça m'est déjà arrivé d'être sollicité, est-ce que vous vendez des espaces? Aujourd'hui, on ne vend pas d'espace, on les loue.
qui soient vierges, mais plutôt ceux qui sont imperméabilisés. On reviendra tout à l'heure là-dessus, mais il y a beaucoup d'espaces imperméabilisés. Voilà, et ni les maisons de la cité Pisse, on me l'a souvent demandé en tant que maire, elles ne sont pas à vendre non plus. On a toujours l'idée de commercialiser, de louer des espaces. Et les AOT, elles peuvent aller de 2 ans à 9 ans. On a un client qui l'a pris pour 9 ans, par exemple. Voilà. Et vous verrez sur la centrale photovoltaïque, Lionel l'évoquait tout à l'heure, c'est une COT, convention d'occupation temporaire. On se dirait, tiens, c'est pas long, mais c'est une cote de 30 ans qu'on a signée. Voilà. C'est pas parce qu'il y a le mot temporaire que c'est 3 mois. Alors, études et travaux prévus en 2023. Lionel, je te... Alors, on ne détaillera pas trop cette planche parce qu'on va aller dans le détail après, mais globalement, c'est une vue synthétique de l'ensemble des travaux ou des projets, des études qu'on a projetées et qu'on retrouve, que vous pouvez retrouver, inscrits dans le budget du Grand Châteaudun. Dans le budget du Grand Châteaudun, il y a 2 budgets annexes qui concernent l'aéroport, et dans parmi ces 2 budgets, il y en a un spécifiquement dans lequel on retrouve toutes ces données. Donc on a des projets qui relèvent de l'augmentation capacitaire de la plateforme aéronautique. Donc vous voyez, des travaux de bord de piste, une station d'avitaillement pour faire le plein, des installations qu'on va vous détailler, hein. Il y a des acronymes, vous avez le FBO. Mais voilà, l'idée c'est de remonter en puissance, puisque quand les armées sont parties, elles sont parties avec leur capacité. Vous avez des pompiers, des camions de pompiers, je prends un exemple, mais elles sont parties avec, parce qu'ils en avaient besoin ailleurs, c'était leur propriété. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de service de lutte contre l'incendie sur l'aéroport. Or, pour se développer, un aéroport a besoin d'un service de lutte contre l'incendie. On a gardé les bâtiments, qui sont dans un état correct. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle le SSLIA, donc c'est le service de sécurité de lutte contre l'incendie des aéronefs. C'est qu'un exemple et on va vous le détailler. Dans la deuxième partie, c'est plutôt les projets donc, qui sont liés principalement à ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit du besoin du marché en termes d'installation. Donc c'est les opérateurs de maintenance, c'est les opérateurs de formation, c'est les gens qui vont créer de l'activité industrielle dans nos hangars, dans nos bâtiments. C'est aussi le ministère de l'Intérieur, on va vous le développer aussi un petit peu. Ces bâtiments qui sont un peu vieux, parfois ils ont besoin d'adaptation au code environnemental, au code du travail, à un certain nombre d'éléments, y compris d'ailleurs d'adaptation fonctionnelle à l'activité à laquelle ils se destinent. Et donc on suit ça dans ce domaine de projet. Et puis on a mis un peu séparément ce qu'on appelle le bâtiment Relais Parier, c'est un centre de conférence donc, qui est basé sur une salle principale qui a la capacité à recevoir à peu près 200 personnes debout. Et donc on va en faire un centre pour les entreprises, pour qu'ils puissent se l'approprier, organiser des séminaires, ce genre de choses. Et vous le verrez en complément d'autres richesses qui sont sur le site. Voilà, comme le dit Lionel, René Barrier et ailleurs, ça peut être un lieu de séminaire d'entreprise, industriel, Airbus, Safran ou Dassault ou d'autres pourraient venir. Et puis l'idée aussi de l'aérodrome, c'est d'en faire un peu un centre de congrès. On a de quoi dormir, on a de quoi manger, on a des espaces de travail, on a des unités des ateliers, on a des grands hangars aéronautiques avec des grandes hauteurs sous plafond. Donc on peut faire sûrement peut-être demain des congrès dans le domaine de la santé. Enfin, il y a énormément de choses dont on peut imaginer les bénéfices pour le territoire. OP, ça veut dire opération. Hein. Vous voyez, il y en a une dizaine pour 2023. Donc budgété dans les 2 budgets que Lionel vous a décrits dans le Grand Châteaudun. Le 026, c'est le SPA, service public administratif, et le 027, SPIC, service public industriel et commercial. Ce sont 2 budgets annexes du Grand Châteaudun, donc les budgets sont là, recettes, dépenses. Et encore une fois, avec l'idée de projeter au maximum les recettes dans les mois qui viennent. Alors les travaux bord de piste. La spécialiste, c'est Marie-Laure. Ouais. Alors, on vous a projeté les principaux projets qui nous occupent en 2023. Parmi ces projets, donc on est dans le capacitaire, on a essayé d'améliorer les capacités de la piste. En 2021, il y a eu un audit de la DGAC, ce fameux organisme de tutelle dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est venu et qui a relevé un certain nombre de non-conformités. Alors c'était des non-conformités de niveau 2, c'est un peu technique, mais c'est pour dire que c'est pas très grave. On pouvait continuer à voler comme ça, mais qu'il fallait à terme, et au bout d'un certain nombre de mois, d'un engagement réciproque, au bout d'un certain nombre d'une certaine période, il fallait rectifier ces écarts. Et donc c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc on vous a mis un petit planning ici de réalisation de ces travaux. Donc vous voyez, on est par là. On a à peu près terminé un certain nombre notamment le premier lot,
qui consiste à revoir les accotements de bord de piste qui n'étaient pas stabilisés, ça veut dire qu'il y avait des gros morceaux de cailloux qui pouvaient se détacher. Donc voilà, c'est ces parties-là. Et puis un certain nombre d'autres anomalies, c'est assez technique, hein, mais il y avait des volumes qui n'étaient pas respectés, des volumes de sécurité qui n'étaient pas respectés. Donc globalement, on corrige tout ça. Et puis il y a une deuxième partie qui sera une partie marquage qui vient aussi rectifier un certain nombre d'autres anomalies, à commencer par les marquages réglementaires qui ne sont pas tout à fait les mêmes dans l'armée de l'air et dans le ministère des Transports. Voilà, puis un certain nombre de rectifications, et en même temps on en a profité pour faire aussi la préparation à l'espace qui va nous servir à faire l'avitaillement. Vous savez, ce sont des grandes quantités de kérosène, il y a un certain nombre de mesures de sécurité en jeu, ne serait-ce que pour répondre aux événements redoutés que sont l'épandage de carburant par exemple. Voilà, on prépare cette surface du mieux qu'on peut et conformément aux normes, et puis on viendra y poser ensuite une station d'avitaillement. Donc voilà, tout l'enjeu de ces travaux-là, et qui se déroulent en ce moment et qui ont vocation à se terminer d'ici un mois, un petit mois, un mois, et donc qui rendront la piste complètement homologuée sans réserve. Voilà. Au bout de ce mois, on aura levé l'ensemble des réserves. Il y avait des réserves administratives dont je vous ai parlé au début, c'est les documents qui manquaient, et puis des réserves physiques. Ce sont tous ces éléments-là qu'on est en train de lever. Donc environ 2 mois de travaux. Oui, effectivement, c'est Marie-Laure qui conduit ce processus. Et donc c'est la DESAC Ouest, hein, direction de la sécurité de l'aviation civile, qui est à côté de Brest, dans le Finistère. Brest, équipe Havas, vous l'avez aussi dans les planches. Donc c'est eux qui ont regardé en mars-avril 2021 et qui avaient observé ces 14 écarts. Donc comme vous l'a dit Lionel, les documents administratifs, l'arrêté de police signé par Madame le Préfet par exemple, et puis des aspects techniques. Voilà. Et donc il y a un travail aussi régulier entre les équipes de la SPL, du Grand Châteaudun et la DESAC Ouest. Alors la clôture aéronautique. Alors la clôture aéronautique, comme vous le savez, un aéroport, c'est soumis à un certain nombre de contraintes au sein de laquelle la sûreté aéroportuaire, donc le fait de s'assurer que n'importe qui ne va pas rentrer et causer des dégâts, voire prendre un avion et s'envoler avec. Donc ces éléments-là, c'est regroupé dans le vocable de sûreté aéroportuaire. La première défense qu'on met en place, c'est une clôture. Dans une base aérienne, comme c'était le cas avant, la clôture, c'était la totalité de la périphérie de la base aérienne, et donc les 9 km² qu'on vous a indiqués. Il se trouve que dans notre vision civile des choses, eh bien, ici, vous avez une zone qu'on appelle zone administrative, zone vie. En fait, c'est une zone d'activité dans laquelle on souhaite installer des entreprises qui n'ont pas forcément toute vocation à être des entreprises aéronautiques, qui n'ont pas toute vocation à subir les contraintes d'un contrôle d'accès qu'on mettrait pour aller sur la piste. Et donc, pour éviter ça, eh bien, on va, alors que l'armée de l'air se contentait d'une clôture globale, nous, on va descendre la clôture en épousant le tracé des hangars ici, pour essayer de libérer un petit peu cette zone nord, lui donner un accès plus simple, tout en le contrôlant, enfin tout en le surveillant bien sûr toujours, hein, parce que ça reste un actif important, mais on va libéraliser ou libérer un petit peu plutôt l'accès dans cette zone nord, et donc on réalise une clôture. C'est pas aussi simple que ça répond à un certain nombre de normes, notamment aéronautiques. Et donc ça fait partie, c'est un projet. Et une fois qu'on aura réalisé ce projet, eh bien, on aura déterminé une zone dite côté ville, ZCV, et puis une zone dite côté piste. Donc ce sont les termes qui sont consacrés. Et donc on aura séparé les deux activités, et il sera bien plus simple de venir sur la zone côté ville, et il sera toujours aussi, j'allais dire compliqué, toujours aussi contrôlé de venir dans la zone côté piste. C'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de l'État et de la DGAC. Donc la ZCP en bleu, la ZCV en rouge, c'est une clôture d'environ 900 mètres de long. L'idée c'est qu'elle soit installée dans quelques mois après les travaux de bord de piste. Voilà, alors, aux côtés de ça, on mène d'autres travaux. On est en train d'installer, de déployer la fibre optique sur la totalité du site. C'était un site qui avait de la fibre optique, mais c'est une fibre optique de standard militaire. Et on a profité de la coopération qu'on avait avec Eure-et-Loir Numérique, qui avait pour mission de déployer la fibre optique sur le département, pour leur demander, dans le cadre de travaux conventionnés, de venir déployer des points de fibre à peu près partout où on en avait soit besoin, soit identifié l'utilité dans un développement futur. Et donc,
Ils viennent, ils sont sur le terrain en ce moment, ils profitent des réseaux militaires qui passent sous la piste, qui passent dans les taxiways, qui sont souterrains, pour tirer cette fibre. Et donc, c'est un argument commercial supplémentaire, puisque quand les entreprises vont venir s'installer, elles auront de la fibre de haut niveau, de niveau professionnel, pour commencer leur activité. C'est quasiment indispensable aujourd'hui d'avoir la fibre. Et donc, tous les petits bâtiments que vous voyez, les gros, y compris d'ailleurs le pôle MIC, et toute la zone du nord au sud sera fibrée d'ici maintenant 2 mois, parce qu'on a commencé il y a 1 mois, et c'est 3 mois de travail. Ça, c'est important. Donc, Olivier Lecomte était aussi partie prenante, parce qu'il est vice-président du Grand Châteaudun, chargé de l'aménagement du territoire et du numérique. Donc, il y a avec Réloir Numérique, où il siège aussi. Donc, on fait ça, c'est à peu près 106 000 € de travaux et 51 000 €. On remercie l'État, qui est pris en charge par le CRSD, donc le contrat de redynamisation de site de défense numéro 2. Ouais, c'est 106 000, dont 50 000. Dont 51 000. Donc voilà, à chaque fois, on prend des financements pour développer le site, hein, toujours cette idée de développement capacitaire, et pour le commercialiser le mieux possible. Emploi, recette. Voilà. Les noms aussi, les noms de rue. Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que ce site militaire, c'était un site fermé. Hein, sur la carte, sur le plan cadastral, il y avait un grand site vierge et considéré comme complètement imperméabilisé. Simplement, quand on est dans le civil, on doit avoir accès aux opérateurs de téléphonie, on doit avoir accès aux opérateurs concurrentiels de fourniture d'énergie, par exemple. Et donc, il faut normer les choses, il faut nommer les rues, il faut leur donner des numéros pour qu'ils soient répertoriés et que vous, entreprise, demain, vous installiez et vous ayez le choix de votre opérateur de téléphonie ou votre opérateur numérique. Donc, c'est passé par un travail d'urbanisme où il y a eu un géomètre qui a pris des mesures, et ensuite les 3 communes d'implantation, alors principalement 2 parmi 3, parce que la 3e a moins de rues, Ville-Maury, mais Jallan et Châteaudun notamment, se sont coordonnés pour donner une dizaine de noms aux rues qui hier n'étaient pas baptisées. Alors le choix par les élus a été fait de consacrer un petit peu les héros et héroïnes de l'aviation du XXe siècle. Donc tout ça a été fait par délibération municipale. Et donc c'est pas environ, mais c'est bien 10 rues qui ont été nommées et qui aujourd'hui donnent un peu plus de cachet et d'identité aussi. Par exemple, ici c'est l'avenue Clément Ader, la rue Marcel Dassault est là, donc là c'est la partie de Jallan notamment. Et Ville-Maury c'est plus sud-est de l'aérodrome. Voilà, donc tout ça pour vous préciser qu'on a renommé les rues début 2023. Alors la station d'avitaillement. Alors vous en avez parlé un petit peu. Sur un aéroport, si vous ne pouvez pas faire le plein de carburant, ça ne marche pas. On ne devient pas une escale, c'est plutôt contraignant de s'y poser. Un aéroport, ça a besoin de refueler, comme on dit. Et donc, on a commencé par l'avitaillement pour les avions légers, mais on va aussi faire une station d'avitaillement pour les avions un peu plus gros, même si on ne va pas aller sur des avions trop gros, mais il y a 2 types de carburants principalement qui sont à utiliser. Donc on appelle ça le Jet A1 pour les avions un peu plus gros, et puis l'Avgas, donc Aviation Gas, c'est quasiment du sans-plomb mais un peu amélioré, pour les petits avions. Et donc on commence par les petits avions. Donc on va installer ce genre de capacité. Vous voyez, la travaux de préparation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une dalle, et ensuite on va installer une pompe qui a tout à l'intérieur pour fonctionner, y compris d'ailleurs pour réaliser un paiement en ligne. Et tout ça, c'est contenu dans un conteneur. Il y a une double peau à l'intérieur, et puis nous, on prépare les surfaces ici pour ces questions de respect du code de l'environnement. Voilà, donc ça, c'est aussi un travail qu'on mène. On a commencé la date de préparation, et on va se lancer dans l'acquisition de ce conteneur intégré qui permettra de ravitailler les avions. Et on fera la même chose avec des avions un peu plus gros, ceux qui sont soit des turbopropulseurs, soit des avions à réaction, des avions d'affaires, voire des petits avions monocouloirs, avec donc ce qu'on appelle le Jet A1. Voilà, donc vous avez une petite vue, si vous vous souvenez, ici on est dans la ligne des hangars, et au bout du parking ici, on va installer cette station ici, qui permettra aux avions de venir se garer, et puis faire le plein en toute sécurité et repartir pour un nouveau vol. Et il faut rajouter que c'est le Grand Châteaudun qui sera pourvoyeur de carburant, et donc qui va aussi en réaliser une activité économique, commerciale. Et tout ça, c'est en train d'être mis en place, donc on est en relation avec les fournisseurs de ce genre de dispositifs, mais aussi avec les fournisseurs de carburant.
Alors, les abstractions structure de services aéroportuaires, le fameux FBO, hein, on l'a vraiment bien spécifié. Donc, en anglais, c'est Fixed Base Operator. Ça veut dire opérateur de services aéronautiques. C'est un terminal réservé à l'aviation d'affaires. L'idée, c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'aérodrome, c'est de le positionner à côté du HM3. Alors maintenant, il faut dire aérodrome et plus base aérienne si on veut se projeter encore une fois dans la dimension civile et d'avenir. Donc l'idée, c'est de permettre l'accueil des équipages et le traitement de passagers de l'aviation d'affaires. On a déjà tout l'espace, on a besoin même d'un petit bout de cet espace qui était l'ancien centre médical, pour ceux qui connaissent. Fournir des services de préparation de vol aux équipages, surtout pour les équipages, hein, parce que la différence de l'aviation d'affaires et de l'aviation commerciale, c'est l'aviation d'affaires, c'est l'avion qu'attend le client. L'aviation commerciale, c'est l'inverse. Intégrer le réseau Skyvalet, hein, ça permet là aussi toujours la montée en gamme, les standards de qualité les plus élevés en termes de sécurité, de qualité de service et d'environnement. Je vous ai mis à côté où c'était. Le SSLIA, Lionel, je te relaisse peut-être un peu développer. Le SSLIA, on en a parlé tout à l'heure, c'est indispensable d'avoir des pompiers. Ça fait partie du corpus réglementaire et sécuritaire dans la gestion des vols, depuis l'espace jusqu'au sol. Et donc, on a besoin d'un niveau de sécurité incendie. Les niveaux de sécurité incendie, ils sont fonction de la taille de l'avion globalement qui se pose. Plus l'avion est gros, plus il y a besoin d'un niveau important. Et le niveau, il est finalement conditionné par le nombre de camions que vous allez aligner et qui sont capables d'intervenir rapidement dans les endroits les plus éloignés de l'aéroport si un avion a eu un crash ou une sortie de piste ou un accident qui a généré un feu, voire qui a généré un accident où il faut désincarcérer les équipages ou les passagers. Donc ces gens-là sont capables de faire ces interventions-là. Et donc on va progressivement s'équiper, mais évidemment on ne va pas s'équiper avec un niveau de standard élevé alors qu'on n'a pas d'avion. Et donc cet équipement va se concevoir en même temps que les premiers utilisateurs de la plateforme qui nécessitent ces structures-là vont arriver. On va vous en parler après, on a un exemple de l'autre. Et donc voilà, on va construire les niveaux progressivement. Il ne s'agit pas d'avoir des pompiers qui passent leur journée à rien faire parce qu'il n'y a pas d'avion qui se pose, mais il s'agit d'avoir des pompiers qui sont le mieux utilisés possible en termes de rationalité. Globalement, par rapport à ce que vous dit Lionel, concernant tous nos prospects, publics ou privés, l'idée c'est que la demande fait l'offre. C'est-à-dire que la demande solvable avec des recettes de main va faire qu'on va investir sur tel hangar, sur telle hangarette. On n'a pas beaucoup parlé des hangarettes par exemple, on a 8 hangarettes sur le site, très belles, 700 mètres carrés chacune. Solide et en termes de sécurité beaucoup d'atouts. Et bien voilà, si on a des demandes, on travaillera à régénérer l'offre et pour justement le commercialiser au mieux. Alors un point important, on vous l'a dit, à 9 ETP, 9 équivalents temps plein, donc c'est pas beaucoup. Hein, l'armée en fin de cycle, je crois que c'était 30 ETP, hein, quand c'était même un élément rattaché. Donc, vous voyez, voilà. Donc l'idée c'est d'externaliser et de prendre des compétences là où elles sont. On vous a cité quelques exemples que le Grand Châteaudun et la SPL mobilisent. Le CGX Aéronautique a fait un pré-zoning, par exemple, un plan de composition générale, c'était 80 slides, pour vraiment où on met les choses, où on met la station d'avitaillement, etc. C'est un grand Tetris, parce qu'il faut le penser sur plusieurs décennies. Donc c'est juste un pré-zoning qui a été fait, il manque le zoning complet. NAMA, donc Nice Côte d'Azur, pour l'étude de marché, c'était les aéroports Nice Côte d'Azur ont un cabinet de conseil interne, ACA, qui permet de faire des prestations, donc une superbe étude de marché qui nous donne tout le potentiel du site. Dire que par exemple on est à 3,6 millions de zones de chalandise avec des courbes isochrones à 1 heure, 1 heure et demie en voiture, donc Le Mans, Meudon, etc., Orléans et le Loir-et-Cher. Lilian Brodier pour le pricing, c'est-à-dire trouver les bons prix et les conventions type pour les AOT qu'on signe maintenant, hein, comme ça on peut les dupliquer et les décliner plus rapidement. Et FATA pour Canopé, on en reparlera, de l'ingénierie culturelle, une étude de la CCI sur la formation aéronautique. Essor ou d'autres, hein, peut-être Lionel, je te laisse préciser, des AMO pour nous aider à accompagner, pour régénérer les bâtiments. Avec nos bâtiments, comme je l'ai dit, il y a certains projets qui sont assez complexes à porter, on va en voir un ou deux exemples, et donc on s'entoure de gens qui sont capables d'aménager les travaux, qui sont capables d'agréger l'ensemble des corps d'état qui sont nécessaires dans un projet comme ça. Ce sont des projets importants qui répondent à un certain nombre de normes, qui sont environnementales, du travail, voire des normes de l'habitation pour ce qui est des bâtiments d'hébergement dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, pour le FBO, c'est pareil, on se fait accompagner, on a signé récemment une convention avec NAMA, avec qui on avait déjà travaillé. Et puis, l'ensemble des éléments de renforcement capacitaire sont des métiers qui sont très pointus. On ne peut pas détenir toutes les compétences dans ce domaine-là, et donc forcément, on va les chercher en étant accompagné. Voilà. Et je dirais même qu'on va économiser de l'argent parce que ces gens-là vont avoir une vision globale, ils vont aussi connaître le marché, nous aider à écrire des documents qui vont permettre
passer des marchés, des appels d'offres pour les travaux, des documents qui vont permettre d'aller au plus profond de la compétition et donc de tirer les prix parmi les prestataires qui ensuite vont réaliser les travaux. Donc ce sont des investissements qui sont rentables quasiment tout de suite. Ces accompagnements ils coûtent assez peu cher au regard du montant des travaux qu'on produit après. Et voilà, donc tout l'arbitrage, c'est internalisation ou régie et externalisation. Et comme on vient de vous le dire, chaque fois qu'il y a des compétences pointues, on va les chercher. Et c'est important, il faudra continuer à le faire pour avoir les meilleurs. Et puis c'est aussi des leviers de réseau, c'est-à-dire que Time to Fly, Essor ou d'autres qui connaissent des personnes ça peut être demain des leviers pour faire connaître notre plateforme aéronautique. Parce qu'un des enjeux forts aussi, c'est de faire du marketing territorial, du marketing, de faire de la communication, parce que c'était un site militaire, donc il n'y avait pas une vocation de commercialisation. Aujourd'hui, c'est un site civil que beaucoup de pilotes te disaient j'ai survolé pendant 30 ans, mais j'ai jamais pu me poser. Ils venaient d'Île-de-France ou d'ailleurs, donc il y a vraiment un enjeu de marketing et de communication, d'évangéliser, comme on dit dans les startups, et de faire connaître ce site pour le commercialiser au mieux et au plus vite. Parmi les éléments de réseau qu'on peut citer, il y a ce réseau Sky Valley. En fait. Sky Valley, c'est les gens qui vous accueillent et qui vous assistent en escale aérienne. C'est dédié à l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, c'est un levier important. Et donc Sky Valley, c'est parti de Nice-Côte d'Azur. C'est très étendu dans les pays de l'Est. Ça s'étend aussi en France. Il y a maintenant plusieurs aéroports. Et le fait d'arriver comme ça, pas dans les premiers, mais presque en France, et d'avoir ce label-là, ça va nous rendre destination Sky Valley. Donc dans l'aviation d'affaires, en fait, quand on va regarder près de Paris, on va regarder quelle est la destination qui a ce label-là, parce que les gens commencent à y être habitués. Et puis ils vont voir Châteaudun, ils vont se dire tiens, Châteaudun, c'est pas loin de Paris. Et puis Châteaudun, le Bourget, c'est à 25 minutes de vol, donc mon équipage, vous me déposez au Bourget, puis vous allez stationner les 3-4 jours qu'il faut. Pour m'attendre, vous allez stationner à Châteaudun, parce qu'en plus c'est une destination Sky Valley, vous avez tous les services qu'on connaît déjà. Et donc c'est important pour nous d'avoir ce label. Il ne nous coûtera pas très cher au début. Ils sont assez, ils sont assez tolérants avec un certain nombre de choses vis-à-vis de l'infrastructure, de l'organisation. Ils ont quelques exigences en termes de qualité de service. Et en fait, si on rejoint ce réseau-là, eh bien, on va commencer à avoir une visibilité accrue, notamment dans le monde très professionnalisé de l'aviation d'affaires. Sky Valley, ça veut dire vallée du ciel en français. Donc vous avez raison, Lionel, c'est un label important. Peut-être un autre exemple, on faisait une réunion au PC Base il y a quelques mois et il y a un chef d'entreprise de Railer qui dit vous n'imaginez pas à quel point les chefs d'entreprise, les pilotes d'avion qui sont chefs d'entreprise ont un gros carnet d'adresses, qui sera en capacité d'apporter des affaires pour le territoire, pour le Grand Châteaudun. Et c'est aussi ça, quand je vous dis attirer du PIB, attirer de l'industrie, attirer des investissements, c'est vraiment cette idée-là, par l'aéro, par le FBO, par l'aviation d'affaires, attirer cela dans le Grand Châteaudun et ça nous servira beaucoup en termes d'emploi. En dehors de l'aérodrome, ça pourra être à Cloix, Valdière, à Brou, à Marboué, partout. D'ailleurs, je remercie les élus qui sont là, Gaël, Martine, Jean-Yves et du Grand Châteaudun et puis de la ville de Châteaudun qui accompagnent ce projet. Voilà, c'est vraiment un enjeu fort. Le FBO, l'aviation d'affaires et ce développement capacitaire. La qualité de service, c'est mettre un taxi au pied de l'avion, toute affaire réglementaire réglée par ailleurs, qui va vous emmener dans l'entreprise, chez Bouzelot ou ailleurs dans le périmètre immédiat, périmètre pour lequel on aura choisi la destination de Châteaudun. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on poursuit et naturellement on va essayer de le faire à moindre coût, à coût maîtrisé, qui va s'étalonner au fur et à mesure qu'on va être fréquenté. Mais au début, s'il y a peu de fréquentation, on essaiera de mettre un investissement minimal pour essayer de maîtriser aussi nos investissements et notre fonctionnement. Alors d'autres travaux capacitaires, l'IFR, alors ce sont des éléments, alors c'est pas du détail, c'est important. Quand on se pose sur une piste, on a un certain nombre d'aides à l'atterrissage, vous les voyez là, ce sont des lumières qui s'allument avec une couleur différente en fonction de l'angle sous lequel vous prenez la pente d'atterrissage, et donc qui vous indique si vous êtes sur la bonne pente ou pas. Donc ça, on va essayer de le remettre en service aussi. Et puis, évidemment, on va réimplanter une station météorologique, parce que quand on arrive sur un terrain, la première chose qu'on a, c'est une situation météo. Et puis si demain on veut installer dans la tour de contrôle des agents qui vont nous aider à mieux appréhender le terrain et à générer un peu de sécurité aérienne, je ne parle pas encore des contrôleurs mais plutôt des agents d'information, ils ont besoin aussi de pouvoir vous donner un peu de météo, et donc on va réimplanter des éléments simples et qui permettent de mesurer les 2-3 paramètres météo, donc, principalement la visibilité horizontale, la hauteur des nuages, les précipitations, la température, la pression. Si vous avez ces éléments-là, déjà vous êtes beaucoup plus en sécurité pour vous poser sur le terrain. Et puis
La troisième couche, alors on n'a pas marqué la quatrième qui serait la capacité à se poser de nuit. On va aussi réactiver le système d'éclairage de nuit. Mais avant ça, on fera sans doute une procédure aux instruments les jours où il ne fait pas beau et où il n'y a pas beaucoup de visibilité. Les avions sont équipés avec des instruments qui permettent de se poser sans réellement voir la piste, sauf évidemment à la fin, au moment où on arrive dans les 50-60 derniers mètres. Là, il faut quand même voir la piste et décider si on va se poser ou pas. Et bien, ces éléments-là, aujourd'hui, on peut se servir de la technologie GPS pour avoir un minimum d'instruments au sol à entretenir et plutôt un maximum d'informations GPS. Donc, plus d'instruments au sol que l'information GPS qui vous donne une situation suffisamment précise pour que vous puissiez vous poser en sécurité malgré ces conditions météo défavorables. Ça augmente le nombre de jours par an pour lesquels on peut se poser à Châteaudun et donc c'est aussi un facteur d'attractivité professionnelle indispensable. Oui, par exemple, on avait un avion qui voulait venir de Rhône-Alpes, qui voulait venir à Châteaudun, puis repartir dans la journée à Niorge de mémoire. Il n'a pas pu à cause de ce manque-là. Donc là, on est à la fois sur la sécurité aéronautique et puis le développement capacitaire. C'est très important, la journée, la nuit, le brouillard, etc. Se poser presque partout. Alors, la rénovation des hangars. Oui, et enfin, qui est un petit peu le cœur du sujet finalement, parce qu'on vous a parlé depuis tout à l'heure d'activités aéro-industrielles. On croit beaucoup au développement de ces activités parce qu'elles vont générer de l'emploi à forte valeur ajoutée, principalement centré autour de la maintenance, de la peinture avion, le changement de configuration d'avion, mais on peut aussi imaginer des entreprises qui viennent faire de l'assemblage final ou de l'intégration de nouvelles technologies, de nouvelles motorisations. Et pour ça, il faut des bâtiments, il faut des hangars. Et je pense que vous le savez, vous qui vivez à Châteaudun depuis longtemps, ces hangars, ils sont vénérables, ils ont été construits il y a quelques années, et puis certains répondent plus ou moins à un certain nombre de normes. Et donc il y a des travaux d'adaptation, et on va y aller progressivement, notamment en fonction des clients qu'on va identifier, qui vont se présenter. Je veux dire qu'ils se présentent plutôt en nombre, parce que dans le paysage aéroportuaire, le Grand Châteaudun et le site de Châteaudun est un peu considéré comme un nouvel entrant. Ce n'est pas un nouvel aéroport, on ne va pas internaliser pour faire une piste, des taxiways, des parkings, tout ça existe. Mais avant, ce n'était pas ouvert à la circulation civile, enfin à l'aviation civile. Et donc, cet espace-là, qui est prometteur, toutes ces dizaines de milliers de mètres carrés de hangars, il ne demande qu'à être occupé, et on a beaucoup de prospects qui arrivent et qui nous disent « mais c'est très intéressant, vous êtes à 1h30 de Paris, vous avez une situation géographique intéressante, et donc on aimerait venir voir, visiter, etc. » Donc on leur montre nos hangars et on leur dit, ben voilà, si vous venez, il y a des choses qui sont bien. Typiquement ce hangar-là, il a de très belles portes qui ont été rénovées il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années par les armées. En revanche, il y a un peu d'étanchéité, plutôt d'efficacité énergétique à reprendre. La couverture est en bon état, mais le sol, par exemple, il faut un sol un peu plus en meilleur état. Donc on a quelques petits travaux à conduire. Dans certains hangars, plus que dans d'autres, mais il y a quand même des hangars qui sont quasiment clés en main aujourd'hui, celui-là en fait partie. Et donc au fur et à mesure que les entreprises vont s'installer, on va générer des investissements qu'on retrouvera évidemment en amortissement dans les loyers qu'on produira à ces opérateurs. Et donc cette rénovation des hangars, c'est un sujet assez complexe, il y a plein de domaines. Là aussi, on fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc une entreprise. Alors on est en train de sélectionner une entreprise qui est à Tours et qui a une vision assez globale de l'accompagnement qu'ils peuvent nous apporter. Et donc l'idée, c'est de prendre en compte les champs normatifs réglementaires et puis cette capacité à réaliser les travaux par palier. Vous savez que les budgets ne sont pas infinis, donc il faut réaliser les travaux, installer une entreprise, générer du chiffre d'affaires, retravailler sur le suivant, etc. etc. Donc on se donne une échéance de 3-5 ans, je pense que c'est plutôt 5 ans pour la totalité des hangars aéronautiques. Et là, donc, vous êtes sur c'est le HM4. HM, vous l'avez dans votre glossaire, hangar métallique. Comme vous l'a dit Lionel, porte coulissante, on est à 4500 m² de superficie. On en a plusieurs comme celui-ci. Et là, vous avez le parking avion, les fameux 110 000 m² de parking aéronautique, ça en fait partie, et l'accès piste, bord de piste. Ce qui vaut plus cher en termes de chiffre d'affaires de commercialisation dans un aérodrome. Voilà un petit peu rapidement brossé. Alors maintenant, la communication digitale, je vous le disais, c'est Quentin qui l'amène. Vous avez un site internet dédié, airchâteaudun.com, n'hésitez pas à le consulter, il y a beaucoup d'éléments, de documents. Il met en avant les nombreux actifs de la plateforme. Hangar aéronautique, on vous l'a dit, 70 000 m² de hangar aéronautique, parking d'aéronefs, on vous l'a dit également, des bureaux,
atelier et entrepôt. Les équipes sont aussi un peu là, mais il y a encore beaucoup d'espace à occuper. Un guide tarifaire incluant les redevances domaniales, et puis la partie patrimoine, l'aéroclub Jean Fournier, qui existe depuis la fin des années 70. Vous pouvez faire des BIA, vous pouvez faire le survol des châteaux d'Eure-et-Loire, des châteaux de la Loire. Daniel Bosval, passer un brevet aéronautique, un PPL, etc. Et il y a beaucoup d'atouts. Canopée, qu'on ne présente plus. Vous voyez, on était avec les villes jumelles de Châteaudun vendredi soir et samedi, mais ils sont allés voir Canopée, ils étaient ravis. Il y avait Arclaux, la ville d'Irlande, etc. Et c'est vraiment un bel outil, on en reparlera tout à l'heure. Puis après, mettre en valeur le Grand Châteaudun et le territoire. 3 réseaux sociaux Air Châteaudun, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis encore une fois, toujours l'objectif, attirer du PIB et des investisseurs dans le sud de l'Eure-et-Loire. Donc une communication digitale qui va être de plus en plus affirmée pour faire connaître le site maintenant que l'équipe est installée. Et évidemment, elle aura des connexions vers le reste du patrimoine du développement économique du Grand Châteaudun, et donc notamment vers le Grand Châteaudun qui lui-même a un certain nombre de zones d'activité dont il fait la promotion, sur lesquelles il installe des entreprises, et donc tout ça sera connecté, on peut passer d'un site à l'autre, comme c'est le cas sur tous les sites internet. Et donc c'est vraiment une vision globale qui nous anime. C'est pas forcément apporter uniquement des affaires sur l'aéroport qui nous intéresse, mais apporter des affaires dans le Grand Châteaudun et voir au-delà. Mais donc c'est cette vision un peu intégrée qui nous anime aujourd'hui. La communication papier. Alors vous avez un guide de l'aérodrome avec toutes les données techniques, situation géographique de l'aérodrome, l'offre domaniale exceptionnelle. On le met en avant, pour vous situer, il y a d'autres aéroports en France, pourtant de villes de niveau préfecture ou quasiment préfecture de région, qui ont 3000 m² de hangar aéronautique. On en a beaucoup plus, 70 000, vous voyez. Et c'est cet avantage concurrentiel qu'on va mettre en avant. Comme vous l'a déjà dit Lionel plusieurs fois, tout ça à 130 km de Paris, proche de Toussus-le-Noble, du Bourget, de Pontoise ou de Melun-Villaroche. Ça fait partie des assets, des atouts qu'il faut mettre en avant. Un travail qualitatif pour démarcher en B2B, business to business, vous l'avez aussi dans les planches. Incitation financière au profit des entreprises, on les ZRD, zones de restructuration de défense, donc l'État nous a permis d'y être avec beaucoup de communes dans le Grand Châteaudun. C'est-à-dire que tu ne paierais pas d'impôts pendant 5 ans sur les sociétés, pas d'IS, exonération de CFE, etc. Donc il y a une dimension fiscale intéressante. Et puis avec les installations à venir, on vous en a parlé, le FBO et d'autres, en français et en anglais bien sûr, parce qu'on démarche au niveau européen, voire international. L'idée c'est d'aller même en Inde ou à Chicago pour aller démarcher en B2B des prospects, MRO et autres. Ça ne coûte pas plus cher que d'aller à Friedrichshafen en Allemagne, et tu permets d'avoir sur les 3 plaques, c'est Europe du Nord, États-Unis et puis Asie. On peut vous en dire plus peut-être? Je peux juste vous en pointer. En fait, si vous voulez, je vous le fais passer, et puis vous le faites passer, et puis vous nous le redonnez à la fin pour voyez un petit peu le guide de l'aéroport. Et ensuite, on va chercher des clients. La prospection commerciale, c'est un volet très important. Donc on a une personne à temps plein qui s'occupe de ça. Et évidemment, les clients, ils ne vont pas venir nous voir. Certains nous appellent parce qu'ils ont entendu parler de nous, mais il faut surtout aller les voir. Et où est-ce qu'on va les voir? On va les voir dans les grands salons aéronautiques. Et avec la reprise de l'aéronautique, notamment depuis la fin de la crise Covid, les salons sont pleins. C'est en ce moment la saison bat son plein, donc des salons. Donc vous en avez quelques-uns, Aéromart à Toulouse, le salon des formations et des métiers aéronautiques qui est au Bourget, un salon aéronautique donc en Allemagne, un salon majeur sur l'aviation d'affaires qui était à Genève il y a quelques semaines, même pas. France Air Expo qui est à Lyon, donc qui est sur l'aviation d'affaires et l'aviation légère en fait, qui s'est tenue la semaine dernière. Et puis évidemment l'incontournable salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget que vous connaissez, c'est une fois tous les 2 ans. Donc l'édition 2021 n'a pas eu lieu, ou très peu, je ne me souviens plus, elle n'a pas eu lieu, elle a été annulée je crois, 2021. Enfin peu importe, c'est la première édition depuis le Covid. Et donc on est sûr que là tout le monde va s'y retrouver, c'est du 19 au 25 juin. Et donc c'est pour nous un rendez-vous très très important. D'aller voir ces métiers qui sont dans la construction, dans la maintenance, construction tout type d'avion, dans la maintenance, dans les enjeux environnementaux, avions électriques, avions hybrides, hydrogène, et puis quelques compagnies d'aviation d'affaires, notamment des courtiers, des écoles de pilotage, des organismes de formation,
et puis des gens qui sont encore une fois dans l'environnemental, dans l'agrocarburant, les carburants du futur ou les carburants intermédiaires d'ici l'avènement de l'hydrogène ou de l'électricité dans les avions. Donc ce sont des carburants de synthèse, ce sont des fuels, mais de synthèse. Voilà, c'est important, on se tourne vraiment vers l'aviation hydrogène. J'ai eu la chance d'être invité à l'Elysée sur la réindustrialisation de la France. Et bien, il y avait un porteur de projet, plus qu'un porteur de projet, une entreprise qui est à Toulouse sur l'avion hydrogène. Dès que j'ai entendu qu'il parlait d'avion hydrogène, je lui ai donné ma carte et je l'ai mis en contact avec Lionel et Quentin et on a signé déjà un NDA et puis peut-être d'autres choses. Donc on est vraiment très orienté sur l'avion hydrogène, l'avion hybride, l'avion de demain, le SAF, agrocarburant, kérosène de synthèse, vraiment développer un aérodrome vert à Châteaudun sur LFEC. Un point sur lequel on n'a pas peut-être insisté encore assez, c'est sur les formations. Donc Quentin était aussi au Bourget sur le salon des formations aéronautiques. On a vraiment de quoi tout faire sur le site. On a l'USIT qui sont les ateliers, on a bien sûr des hangars, on vous en a parlé, le HM2, le HM3, le HM4. On a le CGMTA pour les bureaux, on a de quoi dormir, le BCC2, 120 chambres, et on a de quoi manger, le mess des officiers. Donc on a de quoi développer des formations aéronautiques. Et voilà, on va aussi beaucoup travailler là-dessus, sur les formations de mécaniciens aéronautiques, de MRO, sur les formations de pilotes, de drones, enfin voilà. Il y a beaucoup de valences et les besoins, Benoît Lancin le dit souvent, c'est plusieurs dizaines de milliers de pilotes à former en Europe dans les années, dans la décennie qui vient. Donc il y a vraiment des besoins forts que la France parfois ne sait pas adresser. Toucher-le-Noble a beaucoup de qualités, mais par exemple, ils n'ont pas d'hébergement, ou l'hébergement est dans le parc privé. Nous, on a une espèce de one-stop shopping sur l'aérodrome, sur l'FEC, où on peut tout faire. Manger, dormir, étudier, dans les salles de cours, etc., etc. Donc ça, on a un avantage concurrentiel là aussi fort qu'il faut qu'on développe. Donc il faut qu'on ait toutes les valences, l'aviation générale et d'affaires, le MRO, les activités bord de piste, et puis des activités de formation. Encore une fois, de mécanicien avion et de pilote. Pourquoi on est aussi dans ces métiers-là? C'est que demain, c'est des métiers bien payés. Lionel, des fois, tu sors un chiffre comme un mécanicien aéronautique. Un mécanicien aéronautique, d'abord, ça a suivi toute sa formation en anglais. C'est une formation qui est très codifiée, qui est internationale, qui fait l'objet d'une norme, d'un standard. Et donc, quand vous êtes mécanicien avion sur A320 à Toulouse ou à Paris ou à Marseille, vous pouvez être mécanicien sur A320 partout dans le monde entier, parce que vous allez travailler en anglais, vous allez travailler avec la même documentation. Et donc forcément, ça a énormément de valeur, vous pouvez vous exporter, vous pouvez faire une carrière. Et donc c'est vrai qu'on en parle un petit peu parce que ça reste un métier technique, un métier de mécanicien, et donc aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs dans notre société, ces métiers-là ne sont pas valorisés. Mais un mécanicien aéronautique, c'est un mécanicien de très haut niveau. Et ça va avoir notamment des perspectives de salaire qui sont très intéressantes, assez rapides, parce que c'est des métiers très demandés, des métiers très pointus. On engage très jeune sa responsabilité sur l'ensemble des actions, parce que tout ce que fait un mécanicien aéronautique, ça concourt à la sécurité des vols. Et la sécurité des vols, elle est très très pointilleuse quand il s'agit du plus lourd que l'air. On ne rigole pas, on ne plaisante pas avec la sécurité, et donc tout ça c'est très codifié, très surveillé. Et donc la contribution ou la contrepartie plutôt que ça, c'est des salaires élevés. Donc si vous avez des enfants qui sont passionnés d'avion, qui sont passionnés de mécanique, il ne faut pas hésiter à dire que c'est des beaux métiers, c'est des métiers d'avenir, il faut y aller. Ils vont s'épanouir, ils vont peut-être faire 10 ans, 15 ans à l'étranger, revenir chez eux, finir leur carrière dans le management ou dans des métiers encore plus techniques, encore plus pointus. Donc il ne faut pas hésiter surtout. Et la mécanique à Châteaudun, on connaît bien parce que ce site c'était une base aérienne, c'était une base de mécaniciens. Il y avait beaucoup de maintenance qui était faite, de l'entreposage et de la maintenance. Et donc c'est aussi un vivier ici, c'est aussi une culture, c'est une histoire. Et c'est aussi des infrastructures qui sont conçues pour ça. C'est pour ça qu'on vous parle de maintenance depuis tout à l'heure. On pourrait se concentrer sur les lignes aériennes. En réalité, ce site il a été conçu pour ça. Et pour éviter de se tromper, on va d'abord réutiliser et réemployer ces infrastructures dans la même destination que celle pour laquelle il a été prévu. Et après, on verra si on diversifie. Et c'est pour ça qu'on se concentre d'abord sur ces métiers-là. Pour nous, ça nous paraît important, puis ça nous paraît être une forme de maîtrise du risque, de ne pas aller dans différents... On va déjà refaire monter en puissance une activité, si en plus on découvre une activité, alors que l'activité de maintenance, elle est connue à Châteaudun. Il y a un vivier. Il y a même des gens qui travaillent aujourd'hui à Brissy, mais qui sont restés à Châteaudun, par exemple, et qu'il y a un vivier de compétences dans ce territoire. À Brissy, c'est 400 à 500 personnes qui travaillent dans le MRO militaire, c'est-à-dire la maintenance d'aéronefs militaires. Comme dit Lionel, ils peuvent habiter à Ville-en-Puy, à Villemoury, dans le Grand Châteaudun.
Voilà, donc c'est vraiment important cette démarche. Alors, encore une fois, on va mettre des années, voire des décennies. Hein. C'est un projet au très long cours, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais voilà, l'idée c'est d'avoir les bons axes stratégiques. Alors, les gros projets structurants avec les CRS et l'aéro-industrie. Alors, on vous parle des deux projets qui nous occupent le plus en ce moment. Parce qu'il y a un principe de réalité qui nous rattrape. On a un contrat de redynamisation de sites défense qui nous aide notamment financièrement à relancer cette activité. Vous avez vu qu'il y avait des investissements, il y a aussi des énormes frais de fonctionnement. Et donc, il faut qu'on accueille des clients. C'est très important, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, aujourd'hui, on a deux axes majeurs. Un premier axe qui est une coopération étroite avec le ministère de l'Intérieur, notamment les compagnies républicaines de sécurité, qui ont trouvé un petit peu par hasard, il y a maintenant peut-être un an et demi, au moment de la fermeture du site, ils ont trouvé ce site et ils étaient en déficit de sites de formation. Il se trouve que ce site-là, notamment dans la partie nord, vous vous souvenez, la partie rouge, là, la partie zone côté ville, ben c'est un site où il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de rues, de grands espaces, et des angles de rue. En fait, ils arrivent à reproduire des portions de ville et dans lesquelles ils peuvent s'entraîner aux manœuvres de maintien de l'ordre. Et donc, ils ont pris l'habitude de venir sur le site pour s'entraîner. Ils viennent des semaines entières. Seulement aujourd'hui, ils ne sont pas soutenus et ils sont obligés d'aller dormir dans l'hôtellerie à Orléans. Donc le matin, ils font 1 heure aller, 1 heure retour. Le soir, ils dorment. Ils ont une petite structure de 50 places, mais ils viennent à 200, donc il y en a 150 qui dorment à l'hôtel. Et nous, on avait un mess, ce qu'on appelait le mess mixte avant, donc une capacité de 350 repas, multiplié éventuellement par 3 si on a 3 services, mais au moins facilement 350 repas à mettre en œuvre. Et puis on avait un bâtiment d'hébergement d'à peu près 120 chambres qui était pas neuf, mais qui avait une vingtaine d'années et qui est dans un excellent état. Et donc on est en train de se mettre d'accord avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir offrir au CRS un centre de formation. Et puis ils vont aussi s'en servir comme un appui de projection vers la région parisienne. Vous savez qu'il y a des grands enjeux comme la Coupe du Monde de rugby qui commence en septembre 2023, les Jeux Olympiques 2024. Les CRS vont être mobilisés, ils savent déjà qu'ils n'auront pas de vacances l'été prochain. Et donc ils vont être mobilisés sur ces événements, plus le devis de formation ou le besoin de formation qu'ils ont. Et donc ils vont venir occuper à peu près les 3/4 du temps notre site, notre espace d'hébergement et de restauration. Et donc nous on va gagner notre vie avec ça. Eux ils vont générer des économies d'échelle parce qu'ils n'auront plus ces déplacements et puis de la fatigue. Et ils vont continuer à se former sur le site. Donc c'est une vraie coopération qui s'engage. On espère qu'elle va s'engager pour de nombreuses années. Au passage, c'est aussi quand même une couche de sécurité supplémentaire. Quand vous avez 200 CRS sur un site pendant une semaine, bah, ça fait du volume, c'est démonstratif. Et vous les avez sûrement vus quelques semaines dans le passé, qui arrivaient, quand ils arrivent en convoi, ils passent pas inaperçus. Et donc tout ça c'est très intéressant parce que d'abord c'est l'État, et puis nous, bah, ça nous donne encore une fois une première affaire sur laquelle on se lance. Et je pense que le deal est gagnant-gagnant. D'ailleurs, on est en train d'arriver à une conclusion avec le ministère de l'Intérieur. C'est vraiment gagnant-gagnant. Comme dit Lionel, ils sont là depuis déjà plusieurs semaines, mois. Ça sécurise le site. Et puis, on leur louera pas les espaces extérieurs. Par contre, on va leur louer l'hébergement, finalement moins cher que ce qu'ils avaient dans le Loiret. Et sans transport aussi le soir, sans heures sup, etc. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant financièrement, c'est l'idée. Des recettes pour nous et puis un bel espace d'entraînement pour eux à 130 km de Paris, comme a dit Lionel, pour se projeter aussi. Et il y a 60 compagnies de CRS en France. Enfin, voilà, ils se plaisent vraiment bien sur le site quand ils sont près de l'ARTA ou ailleurs. Ils arrivent vraiment bien à reproduire les situations qu'ils vivent au quotidien. C'est vraiment un beau site d'entraînement. Ça s'appelle les ROC. Les ROC. Ouais, c'est un acronyme qui désigne leur formation, mais ils avaient des sites de formation avant, ils les ont perdus, notamment à la faveur de la création des 3 ou 4 nouvelles CRS qui ont été créées depuis l'an dernier. Et donc ils étaient en recherche comme ça d'un nouveau site. Et donc ça deviendra Châteaudun, vraisemblablement, et on est très content de les accueillir. Le deuxième projet structurant, il y a quelques mois, comme on vous le dit, on fait de la prospection, mais on a une entreprise qui nous a contactés. C'est une entreprise qui est en train de se créer. Elle est l'agrégat d'un certain nombre d'entreprises qui existent déjà, dont certaines ont pignon sur rue dans le cadre de la maintenance aéronautique et du traitement d'aéronefs. Et ils veulent créer sur un site unique
un complexe de services aéro-industriels basé sur la maintenance, la peinture avion, ça a l'air de rien, mais la peinture, quand vous prenez un vol d'Air France, vous avez un avion qui est peint. Il faut savoir que les avions ils changent de main assez fréquemment et que globalement ils ont besoin de peinture assez souvent et c'est assez délicat à reproduire. Et puis, eh bien, d'autres services aéronautiques, vous savez que par exemple les avions ils changent parfois de destination, ils font du passager et puis sont transformés en fret, et ben, il y a des chantiers de modification et ils veulent installer ces capacités-là aujourd'hui. Donc cette entreprise qui vise quasiment l'ensemble des hangars qui sont dans la partie nord, donc les 5 hangars pour un total d'à peu près 25 000 m², à terme, hein, pas en une fois, mais assez de manière échelonnée. Elle est venue nous voir, elle nous dit voilà, on voudrait s'installer, il faut que vous nous aidiez, et puis qu'on construise ensemble un projet. Nous, on a sollicité une assistance à maîtrise d'ouvrage, j'en avais parlé tout à l'heure, pour pas être tout seul sur un projet aussi complexe, pour avoir de la cohérence. Et puis, on travaille petit à petit avec eux, affiner leurs besoins, et en même temps essayer d'accueillir leurs premiers avions assez rapidement. On essaye de viser la fin de l'année, on verra si on y arrive. Et si on n'arrive pas avec eux, on sait qu'il y a d'autres sollicitations qui arrivent de l'extérieur, qui auront ce genre de besoin aussi, donc on ne travaille pas pour rien, c'est très important. Mais on essaye de poursuivre cet objectif avec eux. Et donc là aussi, arriver à louer entre guillemets nos 5 hangars, c'est un objectif de développement économique qui est important, voire majeur. Et c'est aussi pour ça qu'on fait tout le reste, c'est-à-dire la construction capacitaire dont on vous a parlé tout à l'heure, le carburant, la capacité à se poser par mauvais temps, les aides à la navigation, etc., etc. Et là, on est sur un objectif à long terme, il faut être prudent, mais ils avancent un chiffre de 200 emplois à peu près. Avec, encore une fois, des emplois bien rémunérés, c'est ça qui intéresse le territoire, hein, c'est pas des emplois, voilà, ce sont des emplois à forte valeur ajoutée, bien rémunérés. Et c'est typiquement ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein. Hier c'était kaki, aujourd'hui c'est civil, c'est qu'on trace le trait, on passe d'un site militaire à un site civil. Le HM2 c'était le GRSA, c'était là où il y avait de la maintenance aéronautique militaire. Et donc voilà, c'est la même idée, MRO, Maintenance Repairs Overhaul, ou maintenance aéronautique et services aéronautiques, avec vraiment beaucoup de segments d'activité et de valeur ajoutée. Et notre site s'y prête parce qu'on a des espaces de hangar, des espaces, encore une fois, 110 000 m² de parking aéronautique pour développer ce type d'activité. Alors la centrale photovoltaïque, très important. Oui, on a signé monsieur le sous-préfet, c'était en décembre 2022 au Salon d'honneur. Donc l'opérateur c'est EDF Renouvelable, vous la voyez ici, hein, la superficie. On est côté sud, hein, là, 83,7 hectares, c'est 196 000 panneaux photovoltaïques. La puissance est 106 MW crête, donc avec des panneaux non réfléchissants permettant une activité aéronautique. Hein, ça a été travaillé par EDF Renouvelable et les équipes. Une production, et là on insiste quand on dit aérodrome vert, vous voyez, c'est pas du greenwashing, c'est concret, production équivalente aux besoins de l'EPCI. L'EPCI c'est le Grand Châteaudun, l'établissement public de coopération intercommunale, 40 000 habitants, 23 communes. Et donc l'idée c'est d'être territoire à énergie positive, une énergie décarbonée, et puis il y a aussi une potentiel de synthèse d'autres énergies innovantes, l'aviation hydrogène, etc. Rente locative, je vous en parlais tout à l'heure, la cote convention d'occupation temporaire signée pour 30 ans, avec des retombées fiscales. Début de travaux printemps 23, date d'exploitation prévue printemps 2025. Des recettes, plus de 600 000 € de loyer par an pour le Grand Châteaudun pendant 30 ans, donc un récurrent, pour le GC, hein, pour le Grand Châteaudun. Et des retombées fiscales, c'est un peu technique, IFER, TF, taxe foncière, CFE, contribution foncière des entreprises, etc. Donc, et aussi des retombées fiscales. Et vraiment cette idée d'aérodrome vert et le Grand Châteaudun devenant territoire à énergie positive. On insiste lourdement dessus, c'est-à-dire, vous voyez tout ce qu'on dit sur le kérosène de synthèse, le SAF, l'agrocarburant. Et puis là, côté sud, avec 83 hectares et 106 MW crête, vraiment avoir une puissance électrique très forte pour avoir un aérodrome vert et un Grand Châteaudun vert. Donc ça, c'est la centrale photovoltaïque, on pourrait vous en parler pendant des heures, hein, permis de construire de 400 pages, instruit par les services de l'État, par la DDT, de manière très rapide et efficace. Voilà, c'est un énorme dossier, évidemment. On vous a juste fait une planche, mais vous avez déjà dû en entendre parler dans la presse et autres, ou sur les réseaux sociaux. Il y a eu une enquête publique, vous avez pu aller consulter un enquêteur, enfin l'officier enquêteur qui était chargé de ça, il y avait des réunions publiques qui ont été tenues. Et donc tout le processus s'est déroulé pour arriver. Avec Xavier Nicolas pour Énergie Rennes. Donc voilà, ça c'est une balance forte également pour l'aérodrome vert. Le slide suivant. Donc canopée. Alors, en partant, l'armée de l'air n'a pas tout emporté. Elle a laissé une association, mais surtout une collection d'aéronefs, une belle collection qui retrace globalement l'histoire des 70 dernières années
de l'armée de l'air, des avions qui ont porté la cocarde de l'armée de l'air. Et donc cette collection elle a été réunie à l'initiative d'un commandant de base en 2004 qui s'est dit mais ce site qui concentre un petit peu l'ensemble des avions qui voient leur début de vie ou qui font leur fin de vie sur le site ou qui sont entreposés. Il avait tous ces avions dans son sein, ils n'étaient pas forcément protégés, valorisés. Et puis donc il s'est dit mais c'est le patrimoine de l'armée de l'air, il faut absolument le réunir. Donc il a commencé à réunir ces avions, il y a dédié un hangar et puis surtout une association est née, l'association des Amis de Canopée, qui a pris un autre nom maintenant, mais AC3A, mais qui s'est mis en tête d'abord d'entretenir ces avions, de les réparer, de les préserver, parce que le P de Canopée c'est pour préserver, et puis aussi de transmettre dans le cadre de visites qui étaient organisées dans ce cadre militaire un peu contraint, mais qui permettait de transmettre l'information de ce patrimoine matériel, mais aussi immatériel, l'ensemble des missions, des évolutions technologiques qui ont conduit à ces flottes d'avions. Et donc on part du Mystère 4, c'est ça, de l'Ouragan, pardon. On part de l'Ouragan, on va jusqu'au Mirage 2000 et on passe par le Mirage 3, le Mirage F1, le Mirage 4, d'autres avions, beaucoup d'autres avions, d'autres exemplaires. On a maintenant aussi 2 Transal, donc qui sont des avions de transport. Donc là, l'exposition s'est encore un peu diversifiée. Elle avait déjà des avions de transport, mais là, les 2 Transal, c'est le témoignage de l'aviation de transport, du transport aérien militaire dans les années 60, 70, 80 jusqu'à 2020. Le Transal était retiré de service l'année dernière. Et donc, on a tous ces avions sur le site. Alors, une fois qu'on a ça, on a un hangar qu'on a consacré à ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une association qui fait des efforts. Et ben en fait, on porte un projet. Et pour porter ce projet, on fait comme on vous l'a dit depuis tout à l'heure, on se tourne vers des entreprises qui ont l'habitude de porter des projets, donc dans l'occurrence culturels, et on contractualise avec eux un petit accompagnement. Eux vérifient la faisabilité, identifient les financements, identifient l'organisation finale, celle qu'ils voient et celle qui sont habitués à développer dans tous leurs projets culturels. Et donc l'idée, c'est de développer à long terme quelque chose qui peut ressembler à un musée et qui va permettre à tout le monde de venir visiter cette collection, mais aussi de participer de manière un peu vivante. C'est-à-dire qu'il y a une association qui s'occupe de ça aujourd'hui, qui demain sera aussi au cœur de ce projet un peu plus professionnalisé, mais l'association restera. Et cette association, elle attend que vous pour la rejoindre. C'est une association loi 1901. Il suffit de les contacter. Son président, Gérard Vassin, est présent. Il a amené des flyers qui doivent être positionnés stratégiquement si on le connaît. Voilà. Donc n'hésitez pas, à l'issue de cette présentation, à aller le voir aussi si vous êtes intéressé. Je précise qu'il ne faut pas avoir été mécanicien, il ne faut pas avoir été dans l'armée de l'air, il ne faut pas avoir été pilote, ce n'est pas indispensable pour rentrer dans l'association. Il y aura toujours des tâches qui seront identifiées, vous serez toujours coaché, vous serez accompagné pour vous occuper des avions, pour faire des visites. Chaque talent est mis à profit pour valoriser cette collection, et en même temps on vit une forme de passion quand on est dans une association comme ça, parce que forcément on est au contact d'engins qui sont du domaine aéronautique, donc ceux qui sont passionnés de l'aéronautique, mais sont aussi un témoignage de l'histoire, et donc ceux qui sont passionnés d'histoire, vous avez énormément de phases de l'histoire de France de la deuxième partie du XXe siècle à raconter en présentant ces avions. Donc en fonction du guide que vous n'avez pas la même visite. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'arrivent jamais à s'arrêter de parler, mais en revanche, ils sont passionnés, ils peuvent vous parler d'évolution aéronautique, comme de la guerre froide, comme d'autres sujets très très vaste. Venez me voir en finale. Voilà, il s'est identifié, bravo. Et donc ils sont dans le HM5, hangar métallique numéro 5, et l'idée c'est de... Il y a un Duxford au Royaume-Uni qui est intéressant, ils ont su le développer, les Anglais, plutôt que nous en France. Ça peut être une source d'inspiration. C'est vraiment l'une des plus belles, voire la plus belle collection d'aéronefs militaires de France. Et donc elle est à Châteaudun, on remercie encore une fois l'État et le ministère des Armées de nous la mettre à disposition. Ça peut être un puissant outil touristique. Pas plus tard, il y a des avions qui commencent à atterrir sur l'aérodrome pour aller le visiter. Donc demain, il faudra un restaurant, un café, etc. Mais voilà, 2-3 heures de canopée, un restaurant, c'est aussi ça demain l'aérodrome de Châteaudun. Et c'est pas uniquement l'aérodrome, d'ailleurs, c'est le patrimoine culturel et touristique de Châteaudun. C'est-à-dire que demain, et c'est déjà le cas, le vice-président en charge du tourisme fait des formules. C'est-à-dire que vous pouvez le matin aller visiter le château et l'après-midi aller visiter Canopée.
Et donc vous pouvez avoir une vision complète. Puisque vous avez un troisième site à développer, vous allez passer une nuit et donc on va remplir les hôtels. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez global dans lequel s'inscrit Canopée. Et donc c'est un actif supplémentaire patrimoine touristique au château. Et on a les moulins, on a le Loir, on a la Cogny, on a maintenant une maison des brocanteurs. Enfin, on a beaucoup d'atouts dans le sud de l'Eure-et-Loire, proche de Paris encore une fois. Il y a les grottes du Foulon. Les grottes du Foulon, le musée, enfin tout ce qui se fait dans le territoire et qui peut être valorisé. Encore une fois, très proche de l'Île-de-France. Alors, ensuite... Alors, l'espace de biodiversité, Lionel. Alors, l'espace de biodiversité, c'est un domaine assez important. Pourquoi? Parce qu'on est sur un aéroport. Alors, on est sur un aéroport militaire, mais on est sur un aéroport, un ancien aéroport militaire, mais on est sur un aéroport. Sur un aéroport, il y a des grands espaces qui sont préservés, dans lesquels on ne fait pas de traitement phytosanitaire, on ne fait pas d'agriculture intensive. Et ces espaces, moi je le constate à chaque fois que je rencontre les autres directeurs d'aéroports dans des forums réguliers où on peut aller. Perpignan. Et ils ont tous en fait des espaces de biodiversité. Ils ont tous des espèces qui ont trouvé un habitat naturel où se développer, où ils n'ont pas rencontré d'espèces prédatrices qui ont pu et donc ils ont pu se développer. C'était le cas à Châteaudun. À Châteaudun, en fait, il y a une nature de sol un peu spécifique. Je ne suis pas expert, mais ce sont des pelouses rases, mésophiles et calcicoles, dans lesquelles en fait il n'y a pas de végétation très haute qui pousse. Et en plus de ça, nous, pour préserver la sécurité aérienne, de toute façon, on les entretient à un niveau assez bas. Ce qui permet que finalement, il n'y a pas beaucoup d'espèces un peu grosses qui s'y installent, et donc les plus petites qui n'ont pas de prédateurs peuvent se développer. Et c'est comme ça qu'on crée un écosystème de biodiversité, avec des espaces, avec des plantes et avec des animaux. Et dans le cadre de la cession du ministère des Armées vers le Grand Châteaudun, il y a eu un audit ou une étude, un rapport de la société Écosphère qui a mis en évidence un certain nombre d'espèces qui avaient un intérêt d'ampleur au moins régionale. Et donc, il faut préserver ces espaces. Ça tombe bien parce que c'est ce qui s'est passé pendant des années avec l'aéronautique, et donc si on continue avec l'aéronautique, on va y arriver. Et donc, avec la DDT, donc avec l'État, avec l'ensemble des autres services, avec ces acteurs-là, avec des associations, il a été décidé de préserver une partie de l'espace qui, de toute façon, n'était pas voué à être construit, puisqu'il y a des volumes à protéger dans un aéroport. Et donc, on est en train de créer un espace de biodiversité. La précaution qu'on prend, c'est qu'il faut que cet espace-là, il ne soit pas contradictoire avec le développement aéroportuaire, parce que c'est un enjeu politique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu d'emploi, c'est un enjeu de territoire. Et donc, on est en train de travailler intelligemment avec l'État pour préserver cet espace, pour lui donner un certain cadre réglementaire, mais qui ne soit pas la mort du projet aéroportuaire. C'est tout l'enjeu en réalité, c'est tout l'enjeu des relations, des bonnes relations qu'on entretient avec les services de l'État qui comprennent parfaitement en fait qu'il y a évidemment des espèces à préserver, mais il y a aussi la vie économique et le développement économique du Grand Château. Donc voilà, on essaye de mettre en place ce système-là. Et faire venir les associations en bonne intelligence. Et encore une fois, bien insister. Donc on a pris Aérobiodiversité qui font des relevés, ils sont déjà venus une fois, ils reviennent au mois de juin, donc ce mois-ci. Et cette complémentarité avec l'activité aéronautique passée, présente et future, les aéronefs ont permis le développement de 7 espaces de biodiversité et vice-versa. Et vous le voyez, c'est à la croisée des pistes, notamment là où la zone est rouge. C'est la zone rouge. Voilà, il voit bien qu'il y a eu cette complémentarité, il n'y avait pas de phytosanitaire, etc. Donc les criquets des gouettes, les pelouses calcicoles ont pu se développer dans cet espace préservé. Et donc l'aéro et la biodiversité sont complémentaires. On insiste beaucoup dessus. Et donc les meilleurs, c'est l'aérobiodiversité. La plupart des aéroports français, de Perpignan à Rodez, sont dans cette association et travaillent avec eux pour ces espaces de biodiversité. La première intégration et le premier élément de partage des espaces, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec l'implantation des panneaux photovoltaïques et la biodiversité. Donc, vous voyez que les espaces qui sont en jaune clair et en gris présentent moins de particularités et d'enjeux. Et donc c'est ces enjeux-là qui ont été découpés en relation entre le porteur de projet, la DDT,
pour pouvoir implanter les 80 hectares de panneaux photovoltaïques tout en préservant au mieux les espaces qui avaient été décelés comme des habitats ou comme des présences d'animaux. Donc c'est une première composition. Et bien, la deuxième composition qu'on attend, et que nous, Grand Châteaudun, attendons, c'est la pleine complémentarité entre cet espace de biodiversité et nos velléités de développement aéroportuaire qui sont pour nous un levier majeur sur le territoire. C'est ça qu'on recherche, donc cette espèce de système d'équilibre à trois entre une centrale photovoltaïque qui va quand même occuper 20% de l'espace, 80 hectares sur 400, ça fait 20%. Un espace de biodiversité qui va être au cœur des pistes, donc qui vont partager l'espace avec l'activité aérienne. Et puis au nord, une partie qui sera plus dédiée au développement économique, à l'implantation d'entreprises et à la création d'emplois. Voilà la synergie et l'intelligence qu'on veut mettre en œuvre dans l'ensemble des dispositions administratives qu'on est en train de prendre. Et vous voyez, quand je vous parle d'aérodrome vert, kérosène de synthèse, agrocarburant, avion hybride, hydrogène, 2, le central photovoltaïque, et 3, l'espace de biodiversité. Donc il y a 3 modules qui concourent à cet aérodrome. Alors maintenant, l'événementiel. On est ravis d'accueillir le championnat de France de voltige, l'Open de France, donc organisé par la FFA, Fédération Française d'Aéronautique. Ça sera du 14 au 20 août 2023. Donc c'est un premier, enfin ça ne sera pas le premier événement, mais c'est un très bel événement pour Châteaudun, pour le Grand Châteaudun, pour notre territoire. Ça permettra aussi de travailler de notoriété. Jean-Yves de Ballon le disait à la première réunion à Cloix, c'est une notoriété gratuite pour notre territoire, pour l'aéro civil. Le deuxième, c'est les BIA. Gérard me disait que tout était prêt. C'est 500 jeunes de la région Centre-Val de Loire, le samedi 24 juin, qui vont recevoir le BIA, brevet d'initiation aéronautique. Ça aussi, c'est bien, c'est important. On parlait de l'aéroclub Jean-Fournier. L'aéronautique, c'est toute une chaîne de valeur qui commence par les BIA, par les aéroclubs. Certes, il y a les pilotes d'Air France tout en haut, mais c'est une chaîne de valeur. C'est comme le tennis ou le football. Donc, il faut qu'on soit amorcer la pompe par des BIA. Je sais qu'avec la ville, il y a eu un travail qui a été fait avec les 100% ados. Je pense à nos collèges, Thomas Divy, Anatole France ou Zola, etc. avec la politique de la ville. On remercie aussi monsieur le sous-préfet parce que les crédits politiques de la ville permettent de faire des choses. Et donc, il faut qu'on crée toute cette chaîne de valeur, de la formation, du MRO, du bord de piste, etc. Tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Voilà, le BIA, c'est un peu aussi l'éducation nationale. Donc, beaucoup de collèges et de lycées, on peut le passer en un an entre la 3e et la terminale. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont scolarisés, certains d'entre eux se sont vus proposer en fait cette initiation. Et donc, s'ils sont à Châteaudun, ce seront les locaux de l'État, mais ils verront d'autres collègues à eux venir de Châteauroux, d'Orléans et de plus loin encore dans la région. Et puis après, il y a aussi une tradition d'organisation d'étapes ou de rencontres entre aéroclubs. On parlait des aéroclubs de la région Centre tout à l'heure. L'aéroclub Jean Fournier, qui est notre aéroclub installé depuis 43 ans sur le site, il accueillera une étape le 30 juillet. Donc c'est des avions d'aéroclub qui viennent se poser. Alors l'année dernière, on avait organisé avec l'association Romy Visco cette manifestation. Elle a été déjà organisée quand l'armée de l'air était encore là en 2021. En 2021, il y avait un gros succès, une cinquantaine d'avions, peut-être 45 avions sur le site. En 2022, on avait eu chance avec la météo et donc ça s'est limité à 10 avions, mais on avait beaucoup plus d'inscrits que ça. On espère qu'on aura le beau temps cet été. On a choisi le 30 juillet pour maximiser les chances de beau temps. Et donc on espère avoir beaucoup d'avions, de passionnés qui viennent, qui échangent et puis qui nous disent dans le week-end prochain, le week-end d'après, c'est à Sorigny ou c'est dans un autre aéroclub de la région Centre. Enfin, c'est centré sur le Loiret, l'Indre-et-Loire et puis le Rémois. Voilà, donc c'est aussi un événement. Et puis on a mentionné aussi les séminaires. Je vous ai parlé de cette grande salle qui était disponible, qu'on allait requalifier. On a déjà reçu je crois que c'était l'Assemblée Générale, enfin une réunion de l'Aérocentre, qui est une association qui fédère les entreprises aéronautiques de la région Centre. Voilà, cette salle, elle a une capacité importante. Et donc pour nous, c'est un vecteur en fait d'ouverture et de notoriété. Et avec toujours cette idée de recette domaniale, de commercialiser les espaces, là c'était la salle René Varier, voilà, toujours cette idée-là, et de faire connaître le site. Et puis on vous a parlé des visites de la collection Canopée qui vont s'accélérer avec le temps. Et bien évidemment, à chacune de ces manifestations,
Exactement. À chaque fois qu'il y a une fédération d'entreprises qui vient, généralement, elle demande si elle peut manger sur place, et puis elle demande aussi si elle peut avoir une activité. Et forcément, l'activité naturelle et facile qui nous vient à l'esprit, c'est la visite de la collection Canopée. Les gens n'hésitent pas 2 minutes. La plupart d'entre eux, notamment les pros de l'aéro, la connaissent. Et ils sont ravis de venir visiter la collection. Et ils commencent à venir en avion la voir. Et sachez dans le monde anglo-saxon, ces appareils-là, ces aéronefs-là, enfin, les passionnés adorent. Hein. Ça connaît un succès fou. Donc voilà. Dès l'instant où encore on aura renforcé notre développement capacitaire sur LFOC, on accueillera encore plus de monde pour Canopée. Et après, encore une fois, l'idée du bar, du restaurant, enfin, de faire un espace de vie, hein, parce que après avoir visité, après avoir atterri, il faut manger, il faut se distraire, etc., etc. Et ou venir dans le Grand Châteaudun. Alors voilà, les documentations en ligne sur le site du grandchâteaudun.fr, sur YouTube du Grand Châteaudun aussi, hein, il y a plusieurs vidéos liées à l'aérodrome, vous pouvez les visionner. C'est parfois plus sympa que des textes écrits. Nos réunions publiques d'octobre 2021, monsieur le sous-préfet était présent au 3, on avait fait Brouclois-Châteaudun comme maintenant, il y avait 18 diapositives, on vous a mis un lien raccourci URLZ. Notre dossier de candidature, Lionel vous en a parlé tout à l'heure, en juillet 2022, via la loi NOTRe, 29 pages, en PDF, il est aussi sur le site grandchâteaudun.fr. Voilà, et ça dessine le projet, la stratégie, la vision. Le site internet airchâteaudun.com, etc. Et puis quelques liens YouTube hein, sur le site du Grand Châteaudun. Et puis, donc je vous le disais, on remercie monsieur Demey qui était présent et qui est présent aussi ce soir. Et les réunions publiques avaient été faites avant, depuis 2016, afin d'expliquer ce projet de petit aéroport civil. Levier de désenclavement, attirer du PIB, de l'industrie, du tourisme, etc. C'est tout ce qu'on vous a dit ce soir notamment. Et le glossaire, avec tous les ZCV, zones d'activité, VRD, territoire à énergie positive, on insiste beaucoup. Hein. J'étais il y a 2 semaines dans le nouvel hangar d'Oltrix qui fait 2,4 hectares. Croyez-moi, c'est un bijou, c'est du BRIM par exemple. Hein. En plus de l'aérodrome, hein, c'est construit avec du matériel de grande qualité et d'efficacité énergétique. Il y a des puits de lumière, si bien que même sans lumière dans le bâtiment, tu vois bien. Et puis du photovoltaïque sur les toits, autoconsommation ou remise dans le réseau. Donc vraiment, nous on a fait les ombrières avec la ville. Enfin voilà, l'idée c'est de continuer dans cette balance d'aérodrome vert et de territoire vert, de territoire à énergie positive avec de multiples atouts en termes photovoltaïques à Brou, à Cloix et ailleurs. Voilà, merci vraiment de votre attention. Peut-être on va passer la parole à monsieur le sous-préfet qui va nous dire quelques mots et tout ce que l'État a fait pour nous aider et nous accompagner. Merci Monsieur le Président. Bon, je vais être relativement bref parce qu'on a déjà passé pas mal de temps sur ce projet d'aérodrome civil. Moi, je voulais simplement vous apporter un certain nombre de précisions sur la position de l'État par rapport au départ des armées d'abord, et puis par rapport à l'accompagnement de ce territoire en termes de développement économique et en termes de compensation, puisque quelque part, le contrat de redynamisation du site de défense, c'est bien un contrat pour, ça s'est fait d'ailleurs dans beaucoup de villes, c'est bien un contrat pour essayer de compenser le départ des armées. Alors, notre principal objectif, c'est sous la coordination du préfet d'Eure-et-Loir, qui a été missionné par le gouvernement et le Premier ministre, c'est d'arriver à d'abord coordonner l'ensemble des acteurs publics pour être des partenaires financiers et pour soutenir les projets qui sont sur ce site. Donc c'est aussi notre principal objectif. C'est-à-dire qu'aux côtés du Grand Châteaudun, qui est maintenant le propriétaire du site, la communauté de communes, elle ne pourra pas faire toute seule. Elle a besoin de la ville de Châteaudun, elle a besoin d'un certain nombre de communes qui sont concernées, mais elle a besoin du conseil régional, du conseil départemental, des chambres consulaires. Et donc, en décembre 2019, a été signé ce 2e contrat de redynamisation de site de défense avec un certain nombre d'objectifs. Ces objectifs ont pu évoluer avec le temps, avec un certain nombre de changements politiques, mais ils sont toujours là, ces objectifs et cet engagement qu'ont pris un certain nombre de partenaires financiers et en premier lieu l'État, puisque l'État s'est engagé à développer et à donner financièrement plus de 7 millions d'euros sur un certain nombre d'actions. Donc ce contrat de redynamisation de site de défense, il avait 3 axes essentiels. Le premier axe, c'était arriver à permettre à la reconversion civile des sites libérés par les armées. On en a assez longuement parlé avec ce site civil de l'aérodrome.
Le deuxième axe, c'était pour travailler sur la valorisation de la ville-centre. On en a peu parlé ce soir, ce n'était pas l'objectif de cette réunion publique, mais la valorisation de la ville-centre, c'est aider la ville de Châteaudun, et au-delà de la ville de Châteaudun, tout son territoire d'influence, à pouvoir porter un certain nombre de projets structurants. Il y a 2 projets essentiels qui sont toujours en cours de travail avec les services de la ville de Châteaudun et l'ensemble des acteurs. Il y a tout d'abord la fameuse friche GSP sur laquelle il y a lieu d'appuyer financièrement et d'aider financièrement à la fois à la démolition, déconstruction, dépollution de ce site, qui est un site emblématique de la commune de Châteaudun, mais qui, depuis des années, est plutôt une friche industrielle qui pose problème. Et donc là, on essaye, avec notamment l'établissement public foncier de la région Centre-Val de Loire, avec lequel la ville a conventionné, d'apporter notre soutien financier pour pouvoir procéder à cette démolition, déconstruction, et pour que la ville de Châteaudun puisse y développer son projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le pôle gare. C'est vrai qu'en termes de transport, la gare dans une commune telle que Châteaudun, c'est un point d'entrée exceptionnel. Ça doit être un lieu d'échange multimodal pour demain. Et puis, ça doit être un bâtiment emblématique qui a besoin de se rénover également. Donc, il y a un vrai sujet. Un sujet qui est en cours de travail déjà depuis plusieurs années, et donc on y travaille avec le conseil régional, la SNCF Gare et Connexion et un certain nombre d'acteurs, et on va essayer de pouvoir mobiliser nos crédits. Pour quelles raisons on a besoin d'accélérer sur ces projets? D'une part, il y a d'abord eu un changement de portage politique qui est intervenu suite aux élections de 2020. Il y a eu aussi la crise sanitaire, le Covid. Il y a eu aussi beaucoup d'énergie développée pour pouvoir faire de ce site militaire, de cette base aérienne historique, un site qui est dévolu désormais à la vie civile. Et ça n'a pas été simple, mais tout le monde y a mis le plus d'énergie. Donc on a vraiment besoin de mobiliser ça, parce que ce contrat de redynamisation, les engagements pris par tous les acteurs et l'État en premier lieu, c'est de dire on a un contrat sur 4 ans. Donc ces 4 années, elles vont arriver à échéance à la fin de l'année 2023. Donc la communauté de communes du Grand Châteaudun va demander à l'État et aux autres partenaires financiers de pouvoir proroger ce contrat de redynamisation de site de défense, mais en règle générale, ces contrats n'ont jamais eu de durée plus longue que 5 ans. Donc en fait, on est en train de mettre en place tous les dispositifs pour qu'au niveau national, un arbitrage puisse intervenir et pour que cet effort financier soit prolongé sur l'année 2024. Mais c'est la raison pour laquelle on a besoin que ces dossiers avancent. Et puis le troisième axe de ce contrat de redynamisation de site de défense, on en a peu parlé, c'est aussi tout le volet d'accompagnement des entreprises, de création d'emplois, de formation, qui est un volet aussi pour l'ensemble du périmètre des 63 communes qui sont implantées dans la zone de revitalisation de défense, y compris quelques communes du Loir-et-Cher. Donc ça va très loin, ça va très largement, au-delà du Grand Châteaudun d'ailleurs, puisque ça concerne aussi des communes du Bonne-Vallée. Et donc on a besoin, on est prêt à aider des entreprises à s'installer, à apporter des aides financières et puis à travailler sur des thématiques de formation. Alors, liées à l'aéronautique, à la demande du Grand Châteaudun, mais également on peut aussi ouvrir les champs sur des formations annexes ou proches. C'est le résultat qu'on aura des études que nous avons lancées, nous avons missionnées. Ça, c'est l'accompagnement de l'État. L'État est aussi le garant d'un certain nombre de choses. D'abord, le respect des règles de sécurité. Donc, vous l'avez rappelé, un aérodrome civil, ça doit répondre à des considérations de sécurité. L'État en est garant par le biais de la Direction générale de l'aviation civile, du ministère des Transports, vous en avez longuement parlé, et qui est l'organe, j'allais dire, qui réglemente et qui régit toute la circulation aérienne sur notre territoire, et ce qu'il est possible de laisser faire ou pas aux acteurs du monde aéronautique. Donc là, il y a un gros travail qui a été mené, et comme vous l'avez rappelé, pour l'instant, nous sommes sur une activité aéronautique restreinte, parce qu'il fallait se mettre en conformité, vous l'avez rappelé, suite à des audits de la Direction de la sécurité de l'aviation civile. C'est en cours.
Et donc il faut faire étape par étape. Il faut se projeter sur l'avenir, mais en essayant d'assurer étape par étape la sécurité de ce site qui est ouvert à la circulation aérienne restreinte dans l'immédiat. Nous sommes aussi garants de la sécurité publique autour du site. C'est la raison pour laquelle le préfet, sur la proposition de l'exploitant, a pris un arrêté de police pour déterminer les règles pour entrer dans la zone côté ville et de la zone côté piste. Nous sommes aussi garants d'un certain nombre d'applications de règles civiles. Cette base aérienne avait son fonctionnement propre. Désormais, nous sommes sur un aérodrome, mais également sur des locaux qui vont être ouverts au public. C'est la raison pour laquelle, avec le service départemental d'incendie et de secours, avec les services de l'État en charge de l'accessibilité, on a travaillé sur l'accessibilité et la sécurisation des hangars où se met en démonstration la collection Canopée. Je remercie le président Bassin et la communauté de communes d'une manière plus globale d'aider à ce que l'accueil du public se fasse sans aucune difficulté. Donc il y a déjà des règles de sécurité qui étaient déjà sur place. On est en train d'y travailler. Quand on entrepose dans des hangars de 70 000 m² de surface tel ou tel produit ou telle installation, il y a aussi des règles importantes sur les installations classées. Et donc, avec les services de l'État, à commencer par la DREAL, on est également obligé d'aller voir, soit faire bénéficier le site de la règle dite de l'antériorité, parce que c'est un site qui vivait, qui avait une activité aéronautique, soit, s'il y a de nouvelles installations, d'y appliquer des règles qui sont parfois contraignantes et souvent qui nécessitent de la mobilisation financière pour pouvoir s'y conformer. Et puis, on a aussi, j'allais dire, la nécessité d'appuyer financièrement la communauté de communes du Grand Châteaudun. Il n'a échappé à personne que la gestion d'un site de cet ordre-là, avec une activité aéronautique ou toute autre activité, c'est une charge financière en fonctionnement très importante. Et donc l'ensemble des acteurs, à la demande du Grand Châteaudun, mais que ce soit l'État, les autres partenaires financiers, on a validé une évolution financière de notre fléchage des crédits qui étaient dans le contrat de redynamisation de site de défense. Ça s'est traduit très concrètement par une contribution financière importante sur l'équipe qui vous a été présentée, puisque nous avons décidé, avec un effet levier, de financer ces postes, que ce soit des postes techniques, des postes d'ingénierie, des postes de responsabilité. Sans ça, je pense que la communauté de communes du Grand Châteaudun aurait des difficultés, j'allais dire, à pouvoir prendre à bras-le-corps ce sujet. Ça n'aura qu'un temps. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut qu'intrinsèquement, le projet de la communauté de communes puisse déjà lui rapporter un certain nombre de revenus dans le cadre des occupations temporaires qui sont d'ores et déjà conclues. Voilà, donc il faut, nous, au titre de l'État, que nous soyons toujours vigilants et il faut essayer, autant que faire se peut, que les planètes soient alignées, que les autres institutions publiques soient également associées à cette démarche. Et c'est un subtil équilibre qu'il faut trouver, parce que le Grand Châteaudun ne fera rien tout seul. Le Grand Châteaudun aura l'aide de l'État un temps, mais pas forcément sur la durée, et que les autres acteurs institutionnels, je pense à la région, je pense au département, je pense à d'autres éventuellement collectivités, vous avez fait le choix au titre de la SPL d'y associer aussi d'autres acteurs institutionnels, y compris des départements limitrophes. On a véritablement besoin d'avoir ces soutiens financiers également. Je pense en termes de formation avec la compétence de la région, je pense en termes éventuellement d'aéronautique avec la compétence de la région, je pense en termes d'accès routier avec le conseil départemental. Tout ça ne se fera pas d'un jour, mais tout ça le nécessite, avoir effectivement, j'allais dire, cette synergie. C'est la raison pour laquelle, aux côtés du président du Grand Châteaudun, avec Madame le Préfet, l'ensemble des services de l'État, on a rythmé ces années du CRSD par des comités techniques, des réunions techniques,
des comités de pilotage pour qu'on essaye alors d'avoir tous un niveau d'information à peu près équivalent et qu'on essaye, j'allais dire, d'aplanir les irritants, parce que dans tout dossier, il y a des irritants, évidemment, dans celui-ci comme dans d'autres. Et donc, la nécessité, c'est effectivement de pouvoir avoir ce rôle vigilant et de médiation. Un dernier volet que je souhaiterais aborder, c'est la nécessaire protection de ce site, j'allais dire, à la biodiversité remarquable. Donc, ce site-là, ce n'est pas un site anodin. Et donc, il a la nécessité, le président Verdier le sait très bien, d'avoir une protection forte. Donc, c'est un travail qui se bâtit, qui ne va pas se bâtir sans le soutien des uns et des autres, qui part d'un constat qui a été partagé dès l'année 2019 et qui nécessite, on l'a rappelé, à la fois de préserver la continuité aéronautique, mais l'État était le premier à le souhaiter, puisque le transfert de propriété a permis de garantir cela. C'était le seul moyen de pouvoir maintenir une activité aéronautique. On aurait pu très simplement fermer ce site et puis en faire toute autre chose. Mais par contre, on ne transigera pas non plus sur le volet de préservation. Et donc, c'est un subtil équilibre entre le niveau économique et puis les contraintes environnementales qui s'appliquent à beaucoup d'égards sur d'autres endroits. Et effectivement, ce qui est important aussi, c'est qu'au titre des énergies renouvelables, c'est ce parc photovoltaïque sur 83 hectares qui réussit à se mettre en place. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, à la fois en termes de ressources, mais en termes aussi d'alimentation énergétique propre et renouvelable, et qui aussi n'empêche pas la préservation des espèces sur ce site relativement remarquable. Donc, au niveau des services de l'État, avec le préfet et en tant que préfet d'arrondissement, nous sommes, j'allais dire, des facilitateurs, mais également nous sommes là aussi pour rappeler un certain nombre de règles, et nous sommes là surtout pour essayer d'accompagner ce territoire dans cette reconversion inéluctable, puisqu'en fait c'est la situation et les décisions gouvernementales qui ont fait que sur votre territoire il n'y a plus de présence militaire. Ça a été quelque chose qui s'est fait sur les dernières années, entre 2014 et 2021, on l'a rappelé. Notre aide, elle n'est pas terminée, elle est en cours, mais j'allais dire, il faut aussi que la communauté de communes, et elle en a pris l'enjeu, s'est portée acquéreur du site. C'était la seule collectivité qui l'a fait d'ailleurs, hein, il faut le signaler. Il n'y avait pas de concurrence sur ce volet-là. Et quoi qu'il en soit, il faut aussi pouvoir se projeter alors, sur le court, sur le moyen, et plutôt aussi sur le long terme. Et la présentation du Grand Châteaudun et de la SPL est une présentation qui englobe à la fois des éléments très immédiats, des éléments de moyen terme, mais également une perspective de plus long terme, comme l'a rappelé le président Verdier. Nous ne sommes pas encore sur un aéroport commercial, etc. On a beaucoup de travail d'ici là. Il faut aussi essayer d'y faire coexister des activités économiques complémentaires, pas forcément exclusives, mais qui sont complémentaires. Et c'est tout le travail et tout l'enjeu des mois et voire des années qui s'offrent devant nous. Mais sachez que l'État sera à vos côtés. Et j'espère que les autres collectivités, les autres institutions, telles qu'elles l'ont signé dans le CRSD numéro 2, continueront aussi de conjuguer leurs moyens pour aboutir à un territoire qui se renouvellera sur tous les volets économiques, culturels et aéronautiques. Voilà un peu notre façon de voir les